Bien, merci, bonsoir d'être venus aussi nombreux en cette soirée de finale de Coupe du Monde de football France-Espagne que nous allons perdre avec brio. On a le plaisir de recevoir ce soir Philippe Trétiac qui vient pour la deuxième fois dans notre école, enfin pour la première fois dans sa nouvelle formule, et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre à l'invitation de l'ensemble de la commission conférence de l'école qui a décidé de réaliser un ensemble d'interviews et de cartes blanches aux critiques d'architecture. Et on a le plaisir ce soir de rencontrer quelqu'un qui est un critique d'architecture un peu spécial, extrêmement engagé, d'abord parce qu'il est architecte et urbaniste, mais aussi et surtout parce qu'il porte un regard acéré sur l'ensemble de la planète, puisqu'il est grand reporter. Un grand reporter qui écrit absolument partout, Le Monde, l'Express, Beaux-Arts Magazine, rubrique architecture, mais bien d'autres magazines, très longtemps chez Elle, pour Paris Match, mais pour l'ensemble de la presse française et internationale, sur des sujets extrêmement divers qui touchent aussi bien au bonheur qu'au malheur, qu'aux grandes surprises, aux grands territoires ou toutes petites choses. Donc on a souhaité recevoir Philippe parce qu'il a cette qualité exceptionnelle d'être à la fois un regardeur et un montreur. Donc surtout ne prenez pas de leçons de vocabulaire, mais dans l'idée c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des gens extrêmement spécialisés dans le domaine assez pointu de l'architecture, mais c'est un monde qui concerne absolument tout le monde. Et c'est ce qu'il présente dans son dernier ouvrage, L'architecture à toute vitesse, que je vous engage à lire, parce que c'est le fruit de cette somme de regards croisés sur toute la planète, sur des situations tout à fait incroyables, mais qui amènent toujours à une sorte de petite définition, de litote, de regard, enfin ce que tu appelles des règles, 56 précisément, qui... Enfin, je vous laisserai découvrir ça au cours de cette conférence. Voilà, je vous laisse à ça en rappelant, malgré tout, et ça je tiens à t'en remercier, que tu as réédité Faut-il pendre les architectes, qui est un best-seller de la critique architecturale en France, avec une nouvelle préface où tu enfonces le clou, et où je trouve que, à nouveau, comme c'était à l'époque de façon tout à fait prémonitoire, tu dénonces à la fois la complaisance des architectes avec le monde du pouvoir et de cette ville, celle que nous avait bien montrée Dino Risi, et cette ville que se partagent les grandes entreprises, les grands décideurs, les politiques, et où au final l'architecte, sans en être la victime, est bien le dindon de cette immense farce. Pour rappeler aussi que j'ai survécu à cette pendaison, puisque j'ai eu la chance que tu m'épargnes. Et par contre, tu ne m'avais pas épargné, je te remercie encore, de ce magnifique portrait que tu avais fait de moi et mes confrères dans les 40 architectes de moins de 40 ans, qui avait été une magnifique exposition à l'Institut français d'architecture et qui je trouve avait quand même sérieusement marqué. Et là aussi, qui était finalement, quand on regarde aujourd'hui les scores et puis ce que sont devenus ces 2 fois 40, c'était plutôt pas mal, et de très beaux portraits. Je t'en remercie encore. Merci d'être là ce soir pour jouer avec nous au ballon. Bon, écoute, Georges, évidemment, moi je suis très content d'être là. Et d'abord, c'est vrai que je suis un critique d'architecture. Je ne sais même pas si je suis un critique d'architecture. En tout cas, j'ai un regard, enfin j'ai une vie qui est assez particulière. Mais je voudrais d'abord dire une chose qui concerne Strasbourg, parce qu'il m'est arrivé une chose à Strasbourg qui a été absolument capitale pour moi dans toute mon histoire. C'est que je suis venu un jour, en tant que journaliste, faire une interview d'un écrivain très célèbre qui s'appelle Tabouki. Et j'étais venu parce que le Théâtre National de Strasbourg avait mis au programme un certain nombre de ses pièces. Et donc j'étais extrêmement satisfait de rencontrer ce très grand écrivain italien qui a beaucoup écrit sur Pessoa, bon, etc.
Et j'interviewe Tabouki et l'interview est nulle. Ça se passe très mal. J'ai pas du tout le contact avec lui. Ça marche pas. Je vois bien qu'il s'emmerde. Moi aussi. C'est absolument, c'est décevant. Ça arrive parfois. Mais c'est vraiment rater quelque chose, quoi. Et nous sortons du théâtre et il avait neigé et il restait sur le trottoir des plaques de verglas en taches de léopard comme ça. Et d'un seul coup, Tabouki, on est au bord de l'île hein, et Tabouki, ayant peur de glisser, s'accroche à mon bras. Et je suis traversé par une illumination. Je dis à Tabouki, mais vous êtes d'où en Italie? Il me dit, je suis de Pise. Je lui dis, mais quand on est né à Pise, on est prêt à prendre des risques, on a toujours peur de la chute. Et d'un seul coup, je me dis, mais toute l'œuvre de Tabouki, elle est marquée par le déséquilibre. Et je fais un article dans lequel je raconte ça, qui commence par cette phrase, je me souviens très bien, c'est Marcel Proust, agent d'assurance. C'est la première phrase de l'article. Et Tabouki m'a renvoyé une lettre, il m'a pas dit, vous m'avez percé à jour, vous êtes génial, vous êtes Lacan. C'est pas ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, c'est intéressant, etc. Mais surtout, moi, ça m'a donné quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai compris que quand il fallait que je fasse des portraits, que je travaille, il fallait que je pratique ce que les psychanalystes appellent l'écoute flottante. C'est-à-dire que il faut pas exactement savoir ce qu'on va chercher, il faut attendre que ça vienne. Il faut attendre d'ailleurs que dans les propos de celui qui parle, ces propos viennent percuter ce que vous avez en vous. Et d'ailleurs, ça touche souvent aux grands mythes, etc., sans qu'on le sache. Mais c'est là. Et quand j'ai fait les 80 portraits, parce qu'il y a eu 2 expositions d'architectes de moins de 40 ans. 40 architectes de moins de 40 ans à Paris, 40 architectes de moins de 40 ans. À l'époque, on osait encore dire province. Maintenant, on dirait en région. On n'oserait pas dire une chose pareille. Mais en tout cas, il y avait 80 architectes qui tous faisaient la même chose et tous avaient le même âge. Et c'était un boulot incroyable. Il y a eu une page entière dans Libération sur ce travail que j'avais fait, sur le travail d'écriture. Parce que j'avais compris un truc très vite. C'était que je connaissais le truc. Je disais, les architectes, ils ont horreur qu'on leur dise quel est votre style. Ils détestent ça. Et je comprends d'ailleurs. Donc ils disaient tous, mais nous on fait toujours la meilleure réponse en fonction du programme. Donc, une fois que j'avais compris qu'ils allaient me dire ça, c'est moi qui le disais. Je disais, je sais que vous faites toujours la meilleure... Et on avait gagné 10 minutes déjà. Et j'avançais comme ça, et parce que moi, je bossais en même temps, j'avais pas le temps de la perdre. Et quand les architectes me disaient, on va vous montrer ce qu'on fait, je disais, non, je ne veux rien voir, parce que moi, je dois écrire. Donc, il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas de dessin. Il y aura des photos de vous, mais c'est tout. Donc, je veux pas me montrer rien, parlez-moi. Et j'attendais... Alors je sais plus, Georges, je sais plus ce qui a été capital quand tu m'as parlé, que j'ai entendu et qui m'a fait faire ton portrait à partir d'une idée comme ça que j'avais captée. Mais c'est vrai que sur les 80 portraits que j'ai faits, à part Amouten dont j'avais dit qu'il avait un look de meilleur ouvrier de France, ça ne lui avait pas plu. Mais sinon on m'en a pas voulu. Je me souviens que j'avais appelé Rudy Ricciotti, je l'avais appelé l'architecte décapotable. Enfin il y avait toute une histoire comme ça. Mais en tout cas cette pratique de l'écoute flottante, je l'ai comprise à ce moment-là et je la pratique toujours. Et bon, vous allez voir, je vais y revenir un peu là-dessus, mais disons que c'est quelque chose de très important pour moi. Et je pense d'ailleurs que quand on dit que sur un projet, et ça peut être un projet d'écriture comme un projet d'architecture, le fait de pas exactement savoir ce qu'on cherche, c'est capital, à mon sens. Comme on dit, quand c'est la fameuse histoire d'Elie Wiesel, quand il revenait chez lui, son père lui demandait « Est-ce qu'aujourd'hui tu as posé les bonnes questions ?» On lui demandait jamais « Est-ce que tu as eu les bonnes réponses ?» Bon, et ça c'est vraiment, je crois que c'est crucial. Bon. Alors, moi, c'est vrai, j'ai publié un livre là donc qui s'appelle L'architecture à toute vitesse. Il se trouve que bizarrement, parce que c'était pas mon projet, il y a un certain nombre de profs d'écoles d'architecture qui m'ont appelé parce qu'ils considèrent que c'est un réel traité d'architecture, un précis d'architecture. Alors c'est vrai que le livre, il est composé de 56 textes avec 56 règles. Ces textes, c'est des situations de grands reportages, quasiment toutes que j'ai vécues. Et comme vous le verrez, parce que j'y reviendrai beaucoup là-dessus, mais moi j'ai une pratique où la violence est extrêmement présente. Bon, dans tout ce que je fais, les lieux, les terrains où je vais, etc. Mais sur le fond, je pense que, et c'est crucial pour moi, l'architecture c'est de la violence. C'est-à-dire que je pense que si on comprend pas que le métier d'architecte, c'est un métier de violence, je pense qu'on se trompe. L'architecture, ça, ne serait-ce que le fait de simplement de faire apparaître un bâtiment quelque part, un bâtiment où ça peut être n'importe quoi, un aménagement de territoire, est-ce qu'on veut, mais en tout cas de modifier l'espace, ça va de toute façon bouleverser chez les gens quelque chose qu'on appelle la nostalgie.
Et tous les gens sont nostalgiques. Et donc, l'architecte, il doit faire avec ça. Il doit savoir qu'il va intervenir sur quelque chose et que l'espace humain, disons, va être bouleversé. Donc ça, c'est une chose. Moi, la deuxième chose qui est cruciale dans toute ma pratique, c'est que le fait d'avoir été architecte, je pense que ça m'a, dans quelques situations vraiment périlleuses, sauvé la vie. Je pense que le fait d'avoir une capacité à voir, pas seulement en élévation, mais aussi en plan, disons, je me suis retrouvé, je l'expliquerai peut-être tout à l'heure, mais je me suis retrouvé dans des situations où, parce que j'avais une conscience du schéma urbain, j'ai pu me sortir de lieux compliqués. Et je dois dire que je suis, moi, attiré extrêmement par ces questions d'espace, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans beaucoup de zones de conflit, disons, où je suis, et pas forcément de conflits ouverts, c'est pas forcément des lieux de guerre, ça peut être des lieux de guerre de gang, par exemple, des lieux de présence de mafia, où on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on passe d'un territoire à l'autre. Moi, c'est ces choses-là qui m'intéressent, c'est les zones de tampon, c'est-à-dire que j'adore les lieux de tension. J'aime beaucoup ça. J'ai publié il y a 20 ans à peu près un livre qui s'appelle La vie blindée. J'ai passé 1 an dans l'antimafia en Sicile. Ça m'a toujours... j'ai circulé avec Falcon et tout ça. C'est des choses qui m'ont toujours passionné. Et je ne peux pas m'empêcher de voir aussi les lieux urbains comme des lieux de conflit. Et je dois dire que dans le livre, par exemple, j'ai donné un exemple. Parce que... Alors, je précise autre chose, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est extraordinairement clivé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me connaissent comme critique d'architecture, et puis il y a des gens qui me connaissent comme le grand reporter. Et j'en avais un peu marre de ces histoires, parce que j'arrivais pas j'avais envie de trouver une forme littéraire qui me permettrait de lier les deux. L'année dernière, enfin, il y a 2 ans, en 2015, j'ai publié un roman à l'Olivier qui s'appelle De notre envoyé spécial, dans lequel... Je dois dire que ce livre, d'abord, publié aux éditions de l'Olivier, c'est extraordinaire, parce que Olivier Cohen, à mon sens, c'est le grand éditeur qu'on ait encore en France. Il m'est même arrivé parfois à la presse de dire le livre que nous avons écrit avec Olivier Cohen, ça l'énerve, mais je pense que sa présence a été extraordinaire. Mais je dis ça parce que je pense que j'avais, dans ce livre, déchargé 30 ans, disons, de malheurs que j'avais emmagasiné au cours de mes reportages. Et dans celui-ci, je dirais que j'ai pu m'en dégager, c'est-à-dire que c'est un livre qui traite beaucoup plus de l'absurde, c'est-à-dire que j'ai exposé un certain nombre de situations que j'ai vécues comme reporter, mais je voulais arriver à faire rentrer dedans mon regard d'architecte et mon regard sur l'espace. Et c'est pour ça que j'ai dit 56, parce que je trouvais que 57 règles, ça sonnait moins bien que 56 règles. Donc je me suis arrêté à 6, mais ça aurait pu être 7 ou bon. Mais je vais vous en donner une, je vais donner un exemple. Il s'est trouvé que lors de la chute de Gbagbo en Côte d'Ivoire, les reporters qui étaient présents sur place se sont retrouvés acculés dans un hôtel parce que, disons que on s'est retrouvé dans un hôtel dans lequel on pouvait pas sortir parce qu'il y avait des snipers qui visaient les fenêtres. Et donc, quand on était donc il fallait ramper pour rentrer dans sa chambre, ne pas oublier qu'il fallait pas se relever de son lit trop vite. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que on pouvait quand même continuer de commander un room service et de jour en jour, évidemment, le sandwich s'amenuisait, le prix avait tendance à monter, mais le mec montait quand même le club sandwich en rampant aussi dans la chambre. Et ce qui était extraordinaire, c'est que très vite, ce qui s'est déroulé, c'est que les journalistes s'intéressaient beaucoup moins finalement à la situation extérieure qu'au fait que, coincé dans cet hôtel de luxe où tout le monde s'était retrouvé, la question était de savoir s'il fallait payer la chambre ou pas. Et il y avait des gens qui étaient appointés par Time, par des grands journaux, donc sur le fond ils s'en foutaient, mais il y avait des reporters qui étaient venus avec leurs boîtes de conserve, quoi. Et donc c'était vraiment un problème, quoi. Comment on va faire? Faut aller parler au patron qui a été finalement assassiné avec 2 de ses collaborateurs. Mais donc ça c'était la situation. Mais la règle que j'ai tirée de cette histoire que je raconte dans le livre, c'est que il y a 2 façons de voir l'architecture contemporaine. En temps de paix, on est absolument ravi d'avoir une grande baie vitrée. En temps de guerre, vous êtes ravis d'avoir une salle de bain sans fenêtre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était un hôtel assez mal foutu parce qu'il y avait des couloirs au centre sans lumière. C'est-à-dire qu'on voyait bien que l'architecte, c'est pas un type qui avait été capable de régler la question du bâtiment épais, etc. Enfin, il l'avait mal fait. Et c'était un bonheur. Parce que quand vous étiez dans le couloir, vous étiez peinard. Et donc, ça, c'est une des règles. Donc, le livre, il est construit aussi avec un certain nombre de règles qui apparaissent pas souvent comme des règles absurdes, mais qui ne sont pas complètement. Je me souviens d'avoir
avoir interviewé un architecte qui s'appelait Pierre Barbe, qui est mort à 103 ans, qui est un architecte très étrange parce qu'il avait commencé comme un architecte de l'Union des artistes modernes, donc très proche de Malestévin, etc., très moderne, quoi. Et puis il était devenu un architecte très traditionnel, il faisait des châteaux, etc. Et je me souviens que je l'avais rencontré, il devait avoir 100 ans, peut-être 101. Il avait les cheveux longs et je lui avais dit, mais c'est marrant parce que je me souviens, je crois savoir que dans votre enfance, vous aviez le même tailleur que le roi de Savoie, que le prince de Savoie en Italie. Il m'a dit, oui, mais je suis devenu hippie parce que j'ai rencontré une femme, etc. Il était devenu hippie à 75 ans quand même. Et il était resté hippie, bon. Mais il disait, c'est quand même génial parce que moi, je voyais bien pendant la guerre, je voyais bien tous mes confrères, là, les gens qui habitaient dans ces grandes maisons avec les baies vitrées, ça pétait, tout ça, mais moi, avec mes petites fenêtres, j'étais peinard. Donc ça m'est resté, cette histoire. Bon, je dis pas qu'il faut faire des petites fenêtres, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que on peut voir aussi le monde en fonction des événements qui s'y procurent, qui s'y déroulent. Alors, je vais pas vous passer tout ce PowerPoint qui est absolument géant, mais je vais développer deux, trois idées pour vous montrer comment les choses se font. Bon. Il se trouve que cette photo a été prise à Electra, au Texas. C'est pas une photo qui semble avoir grand intérêt, mais pour moi, elle en a beaucoup. D'abord parce que j'étais allé à Electra pour une raison très précise, c'est qu'à côté, il y a un petit bled qui s'appelle Harrods, dans lequel c'est à 2h30 au nord de Dallas, dans lequel il y a une école, une maison et l'autoroute, quoi, et l'highway. Et il se trouve que j'avais appris que c'était le seul collège des États-Unis où les professeurs faisaient cours armés. Et quand j'ai appris que c'était les profs qui étaient armés, je me suis dit, ça c'est vraiment un truc que je vais aller voir. Donc j'ai appelé, et le superintendent de l'école m'a dit, vous voulez raconter l'histoire, venez. Et j'y suis donc allé. Et c'est extraordinaire parce que dans ce trou, à côté, il y a une ville donc, qui s'appelle Electra, qui avait été fondée à l'époque. Il y a eu même un opéra dans cette ville, etc. Puis la ville s'est effondrée et c'est devenu la Mecque de la drogue. C'est la Mecque de la drogue de cette région. Un truc que vous voyez pas du tout en passant. On s'en rend pas du tout compte. Mais j'ai fait cette photo parce que cette photo m'a passionné. Parce que vous avez au fond, évidemment, Do Not Enter. Et donc, évidemment, moi, je me dis que quand on fait le métier que je fais, mais aussi quand on fait le métier d'architecte et qu'on se promène dans les villes, l'une des choses qu'on doit faire quand il y a marqué Do Not Enter, c'est d'entrer. Voilà. C'est la première des choses. Alors évidemment, ce que j'ai bien aimé dans cette photo, c'est qu'il y a sur le côté à gauche marqué pervert, pervers, et sur le fond, tout est résumé, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de la perversion de ce métier qui vous pousse à à sauter les murs, à aller voir, ouvrir les portes, etc. Je pense que c'est une des premières règles dont je parlerai à propos de l'architecture et du métier d'architecte. Bon, ça, c'est quelques vues d'Electra, c'est bourré de marchands d'armes. Il y en a partout. Parce qu'après, j'ai fait un reportage sur les armes au Texas. Enfin, c'était passionnant. C'était passionnant parce qu'évidemment, l'intendant, parce que c'est toujours pareil, quoi. Les gens qui défendent le port d'armes aux États-Unis, c'est pas des imbéciles. On peut ne pas être d'accord avec eux. On peut penser que leur système marche mal, mais ils ont des raisons. Et quand on les écoute, c'est vraiment ça. C'est là que ça devient intéressant, d'essayer de comprendre ce qui les amène. Et eux, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en ville, vous avez toujours un flic au coin de la rue, mais vous, quand vous êtes perdu dans votre coin, la première voiture de police, elle est à 3/4 d'heure, on est à 15 miles d'un autre État, bon, etc. Donc, et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'on est dans un registre de la menace, parce que c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à un moment, le superintendent me dit, d'après vous, combien d'élèves ont pris l'arme de leur père pour tuer un autre, combien d'enfants ont pris l'arme de leur père pour tuer un autre enfant en 5 ans? Je dis, j'en ai aucune idée. Il me dit 6. Il me dit, dans la même durée, combien d'enfants sont morts dans les baignoires? Dans une baignoire? Je dis, je sais pas. Il me dit 64. Il dit, vous voulez interdire les baignoires? Et ça, j'adore parce que c'est du dialogue de Scorsese, quoi. C'est du dialogue de film. Et donc, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, hein, pour entendre des trucs pareils. Bon, voilà, ça, c'était du temps d'Electra, de la grande ville. Ça ne l'est plus, hein, tout est fermé, évidemment. Ça, c'est une de mes amies du Texas que j'aime beaucoup, un personnage que j'avais interviewé pour le journal. Bon, et alors, ça, c'est une deuxième règle du journal. C'est une photo que j'ai faite je sais même plus d'ailleurs comment ça s'appelle, c'est dans le livre, mais c'est en Russie, et je faisais un reportage sur un truc assez particulier. Je faisais un reportage sur ce que on pouvait appeler les derniers chercheurs d'or, c'est-à-dire sur des gens qui en Russie cherchent absolument à acheter les longs cheveux blonds de Sibérie.
Alors c'est un truc bizarre parce que autrefois, dans toute l'Union soviétique, toutes les adolescentes avaient des nattes avec des nœuds dans les cheveux. Quand elles arrivaient à peu près vers 14-15 ans, elles coupaient leurs nattes, elles les fourraient dans un tiroir avec leurs vieilles chaussettes. Et puis, quand il y a eu le début de la perestroïka, la chute du communisme, etc., de l'Union soviétique, il y a des types qui ont une idée de génie, ils ont écumé toute l'Union soviétique pour acheter les cheveux, pour en faire des extensions. Et il se trouve que, d'après les spécialistes d'extension de cheveux, il n'y a pas plus beau que les cheveux sibériens, parce qu'ils sont à la fois fins comme les cheveux chinois et ourlés comme les cheveux occidentaux. Donc il y a encore des types qui cherchent ça. Et donc moi je faisais un reportage sur ces gens-là. Je les suivais dans la quête des cheveux, quoi. Et il se trouve que j'ai fait cette photo. Et on est passé en bagnole et j'ai fait cette photo. Et je me suis dit après que c'est une photo que j'adore parce qu'elle, pour moi, elle est symbolique de quelque chose de très important. C'est qu'il y a des quantités de bâtiments dans lesquels on aimerait rentrer, qu'on n'a pas le temps de voir, qu'on se dit j'y reviendrai ou je regrette de ne pas l'avoir vu, etc. Et en fait, c'est très bien. C'est très bien d'avoir raté des bâtiments. Parce que les bâtiments qu'on rate, en fait, ils restent en vous. Ils restent en vous comme un potentiel de ce qu'ils auraient pu être. Et donc c'est très important de rater des bâtiments. Et je pense que pour moi, c'est une des deuxièmes règles du livre. Alors je vais passer des choses que je ne parlerai pas de tout. J'avais fait cette photo à Helsinki, c'est pas la plus probante sur ce dont je voudrais parler, mais je pense aussi qu'une des règles capitales dans une ville, c'est la manière dont on fait les coins de rue. Et d'ailleurs, il y a actuellement en ce moment à Paris une exposition absolument formidable sur Haussmann, remarquable, vraiment faite par Franck Boutet et puis Napolitano, absolument formidable, parce qu'il montre une chose à laquelle j'avais pas conscience, mais c'est que Paris est l'une des villes, alors je sais pas, Strasbourg, faudrait de savoir d'ailleurs, mais c'est l'une des villes où il y a le plus de carrefours au kilomètre carré au monde. Paris est la ville la plus dense d'Europe. C'est une des 10 villes les plus denses du monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le 11e arrondissement de Paris a la même densité que Dakar ou Bombay. Mais évidemment, pour ceux qui se sont baladés à Bombay, Mumbai, c'est pas du tout la même ambiance. Et ça tient au génie d'Haussmann, qui a réussi à faire... Alors, il y a 238 intersections par kilomètre carré à Paris. Ce qui est énorme, je crois qu'il y en a 128 à New York, etc. Je crois que l'une des villes qui est à peu près au même niveau que Paris, c'est Manille, aux Philippines. Et donc, c'est vraiment étonnant. Et c'est pour ça que Paris est une ville géniale, parce que vous aimez, je pense que c'est pareil ici d'ailleurs, dans les villes anciennes, comme ça, où il y a énormément, justement, de façons d'aller d'un point à l'autre. On peut choisir, etc. Et moi, j'ai trouvé que Christian de Portzamparc, quand il a réfléchi à la ville de l'âge 3, qu'il a travaillé sur une partie de l'Est de Paris, il a vraiment réfléchi aussi à cette question, c'est-à-dire à cette idée que quand on fait une rue, il faut la faire en sifflet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un appel, il faut qu'on ait envie d'aller au bout de la rue pour aller voir ce qu'il y a après. Et toutes les schémas d'urbanisme où on fait des grilles, on se trompe, parce que je pense que c'est très important de ménager des surprises, quoi. Et alors bon, il se trouve que dans le livre, je raconte quelque chose qui est complètement a priori, qui parle d'autre chose, mais je raconte comment en 2001 j'étais à Buenos Aires en Argentine, enfin j'étais en fait à Rio, et j'ai appris qu'il y avait ce qu'on a appelé el corralito, c'est-à-dire la fermeture des banques, la crise économique terrible, quoi. Et donc j'ai appelé mon journal, c'était le journal Elle, et je leur ai dit, moi je rentre pas, je vais à Buenos Aires voir ce qui se passe. Et quand je suis arrivé à Buenos Aires, les gens attaquaient les coins de rue, c'était l'émeute, enfin ils attaquaient les banques, etc., et les banques étaient au coin de rue. Or, il se trouve que dans toute la tradition argentine, la esquina, le coin de rue, c'est extrêmement important. Il y a des textes magnifiques de Borges où il explique que dès que vous avez deux routes qui se croisent, il y a déjà une ville, parce qu'il y a des coins. Et d'ailleurs, il y a un très bel endroit à Buenos Aires qui s'appelle Los Cinco Esquinas, les 5 coins. Et donc, je raconte que pour les gens à Barcelone, c'est un lapsus, parce que mais à Buenos Aires, le fait d'attaquer les coins de rue, c'était pas seulement attaquer les banques, c'était aussi attaquer ce qui était fondateur de la ville, le coin. Bon, et donc je pense que c'est une des règles pour faire une ville, c'est vraiment de réfléchir à la manière dont on fait les coins. D'ailleurs, il y avait autrefois, je rappelle quand même qu'il y avait au temps de la Rome antique, un corps de géomètres
particuliers qu'on appelait les grammatici, dont le métier consistait, enfin la fonction consistait à désacraliser les bords de route, parce que les bords de route étaient sacrés, et quand deux routes se croisaient, il fallait vraiment arriver à résoudre ce problème du croisement de deux lieux sacrés, et il y avait donc un corps de géomètre dont c'était le métier de régler ce problème. Bon, je vais avancer pour parler de... Voilà, ça c'est une autre règle du livre que je crois très très intéressante. Il me semble, en plus, moi je crois qu'elle est juste, mais on peut en discuter. Mais ça, ce que vous voyez là, c'est une grande avenue de Moscou qui s'appelle le Kalinin Prospect, dans le Novoï Arbat, le nouveau Arbat. Donc l'Arbat, c'est le vieux quartier traditionnel, ce qui serait l'équivalent du Marais à Paris, c'est-à-dire il y a tous les chanteurs ont chanté l'Arbat comme l'âme de Moscou, etc. Et donc dans les années staliniennes, il y a eu un grand projet de développement comme ça, qui a été finalement réalisé par Khrouchtchev. Et dans un film que vous avez peut-être vu, ou dans le film de Pavel Lungin, qui s'appelle, enfin le nom m'échappe maintenant, là, Taxi Blues, on voyait d'ailleurs encore qu'à l'époque de l'Union soviétique, il laissait allumer les fenêtres sur ces grands immeubles de manière à ce qu'on ait CCCP, c'est-à-dire SSSR, quoi, URSS, en cyrillique. Et donc, les moscovites ont donné un nom à cette avenue, ils l'appellent la mâchoire artificielle. Et, parce que c'est comme des dents, etc. D'ailleurs, il y a des textes absolument formidables que je cite dans le livre de Lermontov, tout ça, qui racontent qu'il faut arracher les briques du Kremlin comme autant de dents pourries d'une bouche, etc. Enfin, très intéressant le rapport à la dent creuse et tout ça. Bon, plein de choses à dire sur la dent et l'architecture. Mais en tout cas, et donc ils appellent ça la mâchoire artificielle. Or moi je pense une chose, c'est que je crois que en architecture comme en urbanisme, quand une opération est réalisée, même si elle est détestée, si elle a un petit nom, c'est qu'elle est déjà acceptée. Et je crois ça. Et je vais donner quelques exemples. Bon, évidemment, la raffinerie Beaubourg. Beaubourg, tout le monde a appelé ça la raffinerie, et voilà. Au début, les gens sont goguenards et smarts. Je pense même que l'épouvantable canopée faite par Berger au Halles à Paris, ben, malgré tout, les gens ont commencé à appeler ça la feuille de salade, je sais pas quoi, le poulpe. Enfin bon, et finalement, ça montrait que quand même, finalement, c'était pas si grave que ça parce qu'ils s'en foutaient un peu. À contrario, par exemple, la tour Montparnasse à Paris, qui est détestée, n'a jamais eu de petit nom. Jamais. On l'a toujours appelé la tour Montparnasse. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la polémique qui s'est développée sur le bâtiment de la Samaritaine, avec le projet le nom m'échappe, là, de Sahana, merci, déjà les gens avaient appelé ça le rideau de douche. Et je pense que c'était très bon signe. Alors évidemment, c'était pour s'en moquer, mais c'était bien. Ça montrait que quand même, il y avait une espèce de... Voilà, et ça, je pense que c'est une règle, et c'est une règle qui fonctionne. Ça, c'est une autre... ça, c'est à Abu Dhabi. Alors, c'est un lieu quand même particulièrement absurde, quoi. Cette espèce d'allée parisienne dans les Émirats Arabes Unis. Avec, en plus, j'aime bien le lampadaire cassé. J'aime bien ce côté-là. Puis c'est un côté Manhattan de Woody Allen. Bon, mais je pense que il y a une chose qui est très intéressante. Je me souviens que quand je faisais mes études d'architecture, on m'avait dit il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder. C'est comment un bâtiment s'accroche au sol. Comment sont les toilettes? Je pense que tout ça, c'est assez juste. Et je pense que c'est très important de voir comment la ville s'arrime à la côte. Comment la ville s'arrime à la mer, quoi. C'est très important aussi de voir comment on règle ce rapport, parce que la mer, c'est quand même la nature dont on ne peut pas, on est bien obligé de faire avec, quand même. Et là, la manière dont on s'accroche sur elle, c'est absolument fondamental. Et c'est souvent assez négligé. Et, bon, alors là, c'est négligé par l'absurde, mais bon. Bon, alors ça, je vous montre juste les quelques photos formidables. Ça, c'est parce que je suis très sensible à l'écriture dans les villes et tout, mais salon de coiffure diplomatique, je me dis que c'est un lieu où on doit vraiment couper les cheveux en quatre et ça va être quelque chose. Ça, c'est ce que j'aime bien parce que ça, c'est à Suzhou en Chine et c'est dans un très beau musée fait par Pei. Et ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que, alors quand on la regarde bien, on comprend qu'il y a un angle de mur et qu'en fait, c'est une miniature, quoi. C'est un peu comme un bonsaï. Mais c'est très intéressant la question des échelles. Il me semble que quand on travaille sur l'architecture, c'est crucial, quoi, d'avoir sans arrêt, d'avoir l'œil comme un téléobjectif, quoi.
quoi, d'être sans arrêt dans le focus et voir que les bâtiments doivent se regarder à différents niveaux. Vous savez que Léonard de Vinci disait à ses élèves, il leur conseillait de longuement regarder les moisissures avant de peindre. C'est un peu la même idée. C'est aussi l'idée des fractales, c'est-à-dire évidemment, et d'ailleurs l'exposition sur Haussmann à Paris montre aussi cette chose absolument incroyable pensée par Haussmann, ou en tout cas conséquence d'Haussmann, c'est que les îlots parisiens, qu'il y ait 3 habitants, ou disons 3 appartements, ou 80, ils ont tous la même densité. Chaque îlot est comme la fractale de l'autre. C'est très étonnant. C'est pour ça que c'est une expo vraiment étonnante. Mais bon, ce rapport-là, là, c'est justement sur l'idée de la façon de voir les choses de près et de loin. Bon, il y a plusieurs... Bon, je vais passer cette petite photo. Bon, je parle pas de tout, hein, mais il y a des trucs formidables, quoi. Ça, c'est magnifique. Bon, ça, pour ceux qui l'ont vu, c'est l'extraordinaire Neues Museum de Chipperfield à Berlin. Et là, je voudrais dire un mot quand même sur les Allemands, parce que je trouve que, je pense que peut-être ce sont les Allemands qui ont réussi le mieux à traiter de la guerre, par les différents monuments et qu'ils ont réalisés et construits. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à traiter la violence de ce qui s'est produit, non pas en le mettant en scène, mais par l'absence. Et il y a plusieurs exemples. Ça, c'est un exemple fait par Chipperfield, où il a fait comme une espèce de palimpseste, où il a laissé le bâtiment ancien, il a rajouté des couches, mais il a laissé les traces de bombes, il a laissé toute une série de choses. C'est absolument extraordinaire. Je crois qu'il a eu, je sais pas s'il a pas eu le prix Miss Van der Rohe une année. Il a eu des prix Chipperfield pour ça, mais je sais plus lesquels. Et bon, ça c'est par exemple le bâtiment le monument de Peter Eisenman à la Shoah à Berlin. Et pareil, quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est ce rapport à l'absence, quoi. Le fait de pas mettre en scène les choses. Et c'est une question, je vais revenir dessus parce que c'est une question, il me semble absolument cruciale, la question du monument et de la difficulté d'en faire aujourd'hui. Et bon, ça, c'est toujours le monument de Peter Eisenman à Berlin. Voilà. Et je crois j'ai entendu dire qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui devaient aller à Dresde. Je ne sais pas s'il y en a ici, dans la salle. Mais voilà un bâtiment extraordinaire. J'ai peut-être d'autres photos d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. C'est une extension du musée de la guerre de Dresde faite par Libeskind. Alors Libeskind, évidemment connu pour l'extension du musée de Berlin, la partie juive du musée de Berlin. Et donc, il est chargé de faire ça à Berlin, à Dresde. Or, Dresde, vous le savez peut-être, c'est une ville qui a été intégralement rasée par un bombardement américain. C'est l'un des bombardements les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Réponse au bombardement épouvantable des Allemands sur Coventry, enfin bon, etc. Et c'est évidemment pas facile de faire un musée de la guerre à Dresde, comme avec le passé de l'Allemagne, quoi. Bon. Et il décide de faire ça. Il fait cette flèche qui perce ce bâtiment néoclassique. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, je reviendrai après, ce qui est extraordinaire dans ce que fait Libeskind, c'est que, à part le magnifique aménagement intérieur, etc., c'est qu'on peut monter dans cette flèche. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on arrive dans la flèche, on s'aperçoit, pour peu qu'on connaisse un peu l'histoire, qu'on est exactement dans la position du pilote du bombardier qui voit au loin la ville de Dresde, qui va détruire. Et c'est, à mon sens, l'une des réalisations les plus émouvantes que j'ai vues. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que, évidemment, depuis, la ville de Dresde a été reconstruite à l'identique, très bien d'ailleurs, de façon très étonnante. Mais en même temps, se retrouver dans cette architecture, dans la position de celui qui va détruire la ville, c'est quand même une mise en scène extraordinaire. Et puisque je parle de ça, voilà un autre exemple extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la baie de Beyrouth, la maison jaune à Beyrouth. Ça, c'est formidable. Je l'ai visité avec l'architecte qui a été chargé de sa réhabilitation, qui s'appelle Youssef Haïdar. Et c'est une histoire fantastique, parce que il faut comprendre une chose, c'est que nous, dans les pays en paix, il nous arrive d'aller visiter des musées qui viennent de se créer. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un minimum d'accord sur le passé. Il y a des pays, comme le Liban par exemple, où personne n'ayant la même vision du passé, il est impossible de faire un musée.
C'est une question infernale. Il faudrait en faire un pour les chrétiens, les maronites, un pour les druzes, un pour les chiites, un pour les sunnites. Enfin, on n'en sort pas. Et donc, ils ne font rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que Youssef Thomé, cet architecte que j'adore, qui a travaillé avec Jean Nouvel, qui s'est occupé d'Agora l'année dernière, enfin il y a 2 ans à Bordeaux, lui il dit dans les pays où justement les historiens ne peuvent pas aider à construire, à faire de l'architecture qui regrouperait tout le monde, enfin ne pas écrire l'histoire, c'est aux architectes d'arriver à le faire. Et donc Youssef Haïdar, il a réussi ça dans ce bâtiment. Et ce bâtiment, il a une histoire incroyable. C'est un très très beau bâtiment qui est typiquement béroutin, c'est avec ses façades comme ça, qui a été construit en 2 périodes, je crois vers 1920 et 1940, il y a 2 époques différentes. Et il se trouve que les architectes qui avaient conçu ce bâtiment avaient fait un plan intérieur tellement subtil que, quelle que soit la pièce dans laquelle vous étiez, vous pouviez voir l'extérieur. Et il se trouve que ce bâtiment, il était placé sur ce qu'on a appelé la ligne verte. Pourquoi la ligne verte? Parce que c'était une rue qui séparait le secteur chrétien du secteur musulman. Et c'est devenu la ligne verte parce qu'en 17 années de guerre, la végétation a poussé, c'est devenu une véritable forêt vierge. Et donc on a appelé ça la ligne verte. Et il y a des centaines de gens qui, tentant de passer d'un secteur à l'autre, ont été tués par des snipers. Et les snipers étaient cachés dans cette maison. Et quand vous visitez cette maison, franchement, je crois que j'ai rarement vu un lieu où il y a autant de mauvaises vibrations dans un endroit. Il y a tout, parce que c'est un lieu où, comme je vous dis, il y avait par exemple, il y avait des snipers qui tiraient à travers 7 pièces pour arriver à toucher des gens qui étaient à l'extérieur. Ils tiraient à travers ils avaient des leurres, il y avait des fausses portes dans lesquelles ils étaient cachés, enfin, etc. Et ce que je raconte dans le livre, parce que moi, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai trouvé que l'histoire était tellement extraordinaire, c'est que je dis à Youssef Haïdar, je dis, mais c'est quand même dingue qu'en 17 années de bombardements, de roquettes, de tirs, etc., les voûtes, là, elles ont tenu. Il me dit, ouais, elles ont tenu là, mais elles n'ont pas tenu au-dessus. Au-dessus parce qu'elles avaient tenu toute la guerre. Mais on a fait une fête, il y a 3 danseuses danoises qui sont venues, elles ont dansé et tout s'est écroulé. J'ai trouvé l'histoire tellement énorme que j'ai pas pu m'empêcher de voir des Danoises un peu fortes avec des grosses nattes, mais sans doute pas, ça devait être des filles magnifiques. C'est le cliché absurde. Mais en tout cas, bon, c'est l'histoire que je raconte dans le livre, l'histoire des danseuses. Mais en vérité, c'est pour parler d'autre chose. Et c'est pour parler justement de cette difficulté à faire aujourd'hui du monument. Et moi, j'ai le sentiment, on peut discuter de ce que c'est qu'un monument. Moi, je crois qu'un monument, c'est un lieu de commémoration sur quelque chose qui fait l'unanimité, ou plus ou moins, et en généralement, c'est un lieu vide. C'est un lieu qui est là pour commémorer sans qu'on le pratique. Ça se discute, hein, mais moi je le vois comme ça. Mais bon. Donc je passe... Bon, alors évidemment, il y a des trucs que j'aime bien, mais je ne vais pas expliquer tout ça. Bon, là vous connaissez sans doute le bâtiment Herzog de Meuron à Bâle, enfin pour Vitra. Bon, là c'est ce qu'on a appelé le stacking. Vous connaissez les trucs, plugging, on ajoute quelque chose, stacking, on empile. Bon, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont utilisé cette façon le stacking. Ça, c'est un bâtiment de Édouard François dans la banlieue est de Paris. À l'époque, j'avais une chronique sur France Culture et j'avais eu le malheur de dire. Il faut dire quand même que Édouard François m'avait raconté que le jour où il a fait la présentation, ils ont coupé le ruban, pendant qu'il faisait le discours, on lui a piqué, on lui a fait les poches, on lui a tout volé. Et donc, j'avais dit à France Culture qu'il ne fallait pas y aller le samedi après-midi, il fallait y aller en matinée quand les dealers dorment, quoi. Mais il ne fallait pas y aller après parce qu'on pouvait faire des rencontres percutantes, surtout avec un appareil photo. J'ai été assassiné, on m'a traité de Zemmour, enfin c'était une polémique dingue qui sur les réseaux. Bon, en France, on n'a pas le droit de dire qu'un pauvre est pauvre, ça stigmatise, donc on est dans un truc de dingue. Mais bon, j'avais quand même parlé de ce bâtiment parce que alors, ça pose une autre question du point de vue de l'architecture, ce genre de choses. C'est que moi, j'ai le sentiment que beaucoup d'architectes français n'arrivent à résoudre la question de l'architecture contemporaine que par le pastiche. Et qu'ils prennent une position qui est une position presque cynique
Et en ce sens, il me semble que c'est très dommageable au fond. Je pense qu'Édouard François est un très bon architecte. Il dit lui-même, d'ailleurs, il dit « J'ai d'excellentes idées, il faudrait que ce soit Borel qui construise, parce que comme constructeur, je suis pas très bon. Mais les idées, elles sont de moi. » Et je crois qu'il a raison. Il est assez honnête de ce point de vue-là. Mais il n'empêche que cette façon, parce qu'il a fait d'autres projets comme ça, les gros pots de fleurs, il y a une espèce de façon de prendre l'architecture et de s'en moquer, qui montre quand même, me semble-t-il, la limite de l'état de la création en France, quoi. Bon. Heureusement, il y a d'autres choses, mais enfin, c'est bon. Ça, c'est le fameux bâtiment de Niemeyer, le Copan à Brasilia. Et pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est une autre règle du livre que je développe, qui est que, en fait, alors il y a une règle que j'aime bien, c'est que pour qu'un bâtiment soit vraiment une icône, il faut qu'il soit vraiment détesté. J'ai entendu, c'est Charles James qui disait ça. Moi, je pense que j'ai vécu ça d'une autre manière. Il se trouve que j'ai fait un reportage au Brésil sur ce qu'on appelle les pichadores, c'est les taggers, et qui sont des gens très particuliers parce que tous les jeudis soirs, ils se réunissent dans le centre-ville de São Paulo, par exemple. Ils forment des groupes, des équipes. Alors, il y a le spécialiste des règles, le spécialiste des cordes, le spécialiste des peintures, le spécialiste comme ça. Ils forment des groupes et ils vont à l'assaut d'un bâtiment. Alors, généralement, le principe, c'est d'arriver sur le toit et de se laisser descendre le long de la façade pour y taguer ces espèces de tags un peu runiques, assez étranges, qui couvrent une grande partie du Brésil maintenant. Et donc, j'avais suivi, moi, ce qu'on l'appelait la pequeña, la petite, parce que c'est une des rares femmes. Elle avait 29 piercings, quand je l'ai connue. 29 piercings, c'est quand même un personnage, quand même. Et qui faisait partie d'un des groupes. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est qu'elle m'avait dit que le rêve de tous les pichadores, c'était de taguer le Copan. Et elle disait, celui qui taguera le Copan, il rentrera dans l'histoire. Et je me suis dit, quand un bâtiment devient une cible, c'est vraiment devenu une icône, quoi, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, je me souviens de la joie que j'ai éprouvée pendant la guerre en Yougoslavie, quand à Belgrade, les Américains ont bombardé les deux immeubles de la police et de l'armée qui se font face à l'entrée de Belgrade. Et je dois dire, alors c'était, je trouvais que il était temps quand même qu'on tape sur les Serbes, mais j'espère qu'il n'y a pas de Serbes dans la salle. Enfin, à l'époque, mais quand même, ils avaient pris ces deux bâtiments cibles, qui étaient des deux bâtiments principaux, et ils les ont bien pétés, et ça faisait vraiment plaisir. Bon, je vous le dis. Je me dis comme je pense. Bon, je vous montre juste ça, parce que c'est quand même pas mal, c'est que j'ai fait un reportage sur les ça n'a rien à voir, hein, mais c'est, enfin, quoique, parce qu'en fait, j'avais glissé des taggers au tatouage. J'ai fait un reportage sur la chirurgie esthétique au Brésil, en cherchant des familles où les gens pratiquaient les mêmes opérations chirurgicales sur 3 générations. C'est-à-dire qu'en gros, la grand-mère avait le même visage que sa petite fille. Et c'était absolument extraordinaire. Parce que j'ai compris un truc, c'est qu'on dit que le Brésil, c'était le culte du corps, mais j'ai compris qu'en fait, c'est beaucoup plus le culte de l'incorporation. D'ailleurs, il y a un manifeste très connu, qui s'appelle le manifeste anthropophagique, qui date des années 30, qui est un texte fondateur du Brésil, qui explique que le Brésil est une culture qui aspire tout, comme ça, qui avale tout. Il y a eu vraiment de l'anthropophagie, et donc ça m'a beaucoup intéressé. Et ce qui était très, alors parce que je dis ça parce que j'avais constaté que les gens dans ces familles, ils avaient un corps commun qu'ils partageaient. Et d'ailleurs, quand on voulait faire plaisir à la femme de ménage, on lui offrait des nouveaux seins. Et d'un seul coup, elle rentrait dans le groupe. Elle était aspirée dans le corps commun de la famille. C'est très étrange. Et ce qui était extraordinaire dans ce couple, c'est qu'évidemment, le type a sa femme tatouée à droite, là, sur l'épaule droite. Et évidemment, le malheur de cette femme, maintenant, c'est qu'elle doit absolument ressembler au tatouage de son mari. C'est cauchemardesque. Bon, ça, c'est Chongqing en Chine, mais bon, je vais passer là-dessus. Bon, il y a des tas de... Ça, vous savez, c'est un truc magnifique qui ne s'est pas construit, mais c'est le fameux musée des choses perdues. C'est un projet d'un Français, son nom m'échappe, là, mais... c'est un Chinois, un client chinois qui avait perdu son chien et qui avait demandé à cet architecte de lui construire un musée des choses perdues. Et ça, c'était le projet. Bon, il ne s'est pas construit, pas encore, mais on ne sait jamais.
Ça, c'est une image d'Afrique du Sud, et je vais développer un peu ça parce que une des règles du livre, c'est que, et je pense que c'est vrai, c'est que pour comprendre une ville, l'un des meilleurs moyens, c'est de prendre un moyen de transport, d'aller en bout de ligne et de revenir à pied. Mais évidemment, ça présente un certain nombre d'éléments compliqué, parfois, c'est même parfois très dangereux. Et je vais vous raconter une histoire personnelle. J'étais un jour à Johannesburg et je tombe sur un type qui me dit, un Français, qui me dit, je dois réactualiser le guide bleu d'Afrique du Sud, enfin de Johannesburg, je ne sais plus, et je dois aller à Soweto faire des photos du plus petit, enfin du champion du monde de la plus petite catégorie de boxe. Je crois que c'était les mini-mouches ou un truc comme ça. Et alors évidemment, moi, enthousiaste, je dis bah, évidemment, allons-y tout de suite. Donc on part à Soweto et donc on gare la voiture quand même dans une station-service parce qu'on se méfiait quand même. Il y a quand même les sols blancs. On sort, lui avec ses appareils photo, on traverse la rue pour aller dans le club de boxe, on tape, il y a des grillages partout. Et là... une dame apparaît, elle dit « Ah non, mais le club de boxe, c'est plus là, c'est là-bas, genre 400 mètres là-bas. » Et on se dit, il fait jour, tout ça, on y va à pied, quoi, allons-y. Donc on y va à pied. Et tout se passe très bien, le boxeur arrive, on rentre dans la salle de boxe, c'est quand même là, c'est extraordinaire, parce qu'il faut imaginer quoi, la chaleur, tous les mecs en sueur, en train de taper, avec ce rapport extrêmement complexe. Évidemment, entre les blancs et les noirs, parce que on n'arrive pas très bien à savoir s'ils veulent nous impressionner ou si c'est nous qui les impressionnons. Enfin, c'est un truc un peu malsain et compliqué, quoi. Et le photographe prend son appareil photo et il dit « Ah, zut, j'ai oublié les piles de mon appareil photo dans la bagnole. » Et il me dit « Tu veux pas aller les chercher ?» Et moi, évidemment, dans ma tête, je dis « Non, évidemment, non, on va te faire foutre. » Et je dis « Oui, bien sûr, j'y vais. » Et donc, je sors. Et j'ai 400 mètres à faire seul dans Soweto, quoi. Et je commence à marcher, voilà. Et je m'aperçois, en marchant, que, en fait, autour de moi, il se passe des trucs, mais absolument pas normaux, quoi. C'est-à-dire que je vois les gens qui commencent à s'arrêter, les bagnoles s'arrêtent, y a des gens qui traversent quand j'arrive. Et je comprends à ce moment-là un truc terrible, c'est que ils ont peur de moi. C'est-à-dire que je les terrifie. Parce qu'un mec blanc seul dans Soweto au soir qui tombe, c'est un dingue. C'est-à-dire que c'est évidemment un mec qui est venu là, soit pour buter quelqu'un, enfin c'est vraiment, je suis un fou, quoi. Et je vous jure, j'en ai vu des scènes où ça cartonne. Hein. Mais le sentiment de faire peur, alors là, ça m'a foutu une trouille, mais horrible. Parce que c'est effrayant, parce que vraiment c'est un truc, mais c'est très très bizarre, quoi. Et donc, je vois bien que plus j'avance et plus ça tourne, ça va pas, quoi. Vraiment, je désorganise tout, mais à une vitesse hallucinante, quoi. Bon, comme on dit, on a toujours que le témoignage des gens qui ont survécu, donc j'ai réussi à arriver à la bagnole et à revenir avec la voiture. Mais c'est un souvenir, ça, vraiment le souvenir d'être celui qui fait peur aux autres, c'est vraiment terrifiant. Sauf quand on aime ça. Mais moi, c'est pas mon truc. En tout cas, quand même, je maintiens que pour vraiment connaître une ville, il n'y a pas de doute, quoi. Il faut vraiment aller en bout de ligne et puis revenir, parce que c'est là qu'on comprend, quoi. C'est là qu'on comprend les friches, qu'on comprend comment les zones s'interpénètrent, se pénètrent et tout ça. Et ça, c'est vraiment passionnant, quoi. Ça, je vous montre ça parce que c'est une autre histoire qui est quand même étonnante. C'est que ça, c'est le parlement fait par les soviétiques à Tbilissi en Géorgie. Et il se trouve que j'ai suivi la chute en fait de Tchakatchvili, le président géorgien, quand il a perdu les élections. J'étais avec lui pendant cette période. Et ce qui était extraordinaire, c'est que il avait décidé d'appliquer au sens propre l'architecture de la transparence. C'est-à-dire qu'il avait pris les choses au mot, il a dit, puisqu'on veut parler de la transparence, tous les bâtiments que je vais construire seront transparents. Et donc il a fait appel à Maximiliano Fuksas, à plusieurs architectes italiens d'ailleurs. Il a fait ce pont absolument étonnant. Tbilissi est une ville magnifique, hein. Très belle ville, à la fois iranienne, turque, russe, enfin c'est vraiment très passionnant. Hein. Et ça, par exemple, c'était le ministère de l'Intérieur, un bâtiment intégralement transparent. Et ensuite, ça c'était les commissariats. Alors l'architecture est nulle, mais le projet est quand même assez dingue, quoi. Et surtout, il est d'autant plus dingue que j'ai compris que l'idée des commissariats transparents,
c'était pas de nous montrer qu'ils tabassaient personne dans le commissariat. C'était que les flics voulaient montrer qu'ils n'avaient pas peur des mafias qui pouvaient leur tirer dessus de l'extérieur. Ça aussi, pareil, les gens sont toujours plus compliqués qu'on croit. C'était dans ce sens-là que ça marchait. Et bon, alors, donc ça, c'était quand même étonnant. Ça ne l'a pas empêché de perdre les élections. Il avait fait ce nouveau Parlement, qui est une espèce de mélange de la Maison Blanche et d'un bout de Reichstag, mais évidemment très raté, quoi. Là, on est dans une espèce de postmodernisme foireux, mais drôle, parce que à l'échelle de la Géorgie, quand même, bon. Et voilà, par exemple, des merveilles. Et bon, alors ça c'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'est à Durres en Albanie, mais c'est sur cette idée que quand même l'architecture héroïque elle finit souvent en pantalonnade, quoi, et que faut quand même se méfier. Et d'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose sur l'architecture qu'on dit, l'architecture coup de poing, quoi. L'architecture, moi, je déteste absolument le discours sur la modestie en architecture. J'ai horreur de ça. Je pense tout le contraire. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que les gens sont fiers des bâtiments quand ils ont de la gueule. Les gens sont fiers de Beaubourg. Ils sont fiers de. Mais ce qu'ils aiment pas, c'est le ministère des Finances. Alors ils l'aiment pas peut-être parce que c'est le ministère des Finances. Mais je crois qu'ils l'aiment pas aussi parce que l'architecture de Chemetov elle est ratée, quoi. Et donc je pense que en fait les gens peuvent être très fiers de leur architecture, mais le problème c'est que l'architecture spectacle, disons, je dirais que sa limite elle est simple à comprendre. C'est comme je donnerai un exemple simple, mais l'architecture spectacle elle est ratée quand vous allez voir un bâtiment. Si vous en prenez plein la gueule, mais que vous n'avez plus jamais envie d'y retourner parce que vous avez déjà tout compris la première fois, c'est que c'est pas un bon bâtiment. C'est raté. Et je donnerai un exemple, par exemple. Le prix Nobel de littérature donné à Bob Dylan. Pour moi, c'est la même chose. Quand vous donnez le prix Nobel à Svetlana Alexievitch, qui a écrit des livres formidables, la supplication, la fin de l'homme rouge, etc., c'est un prix qui est donné et qui s'inscrit dans le temps. Vous avez le temps de lire les livres. Quand vous le donnez à Bob Dylan, bon, on est content, oui, c'est bien, il le mérite, et après ça ne nous fera pas forcément réécouter Bob Dylan ni lire ses livres. Donc ça, c'est un one shot, quoi. C'est un truc qui marche qu'une fois. Et il y a des architectures spectacles qui marchent une fois, et puis il y a des architectures spectacles qui marchent plusieurs fois. On peut par exemple discuter de la puissance de l'architecture de Frank Gehry, par exemple. Est-ce que le bâtiment qu'il a fait pour la Fondation Vuitton, est-ce que c'est un bâtiment? Moi, je pense que c'est un bâtiment quand même, on peut y retourner, parce que vraiment, ne serait-ce que d'ailleurs quand Buren l'a mis en couleur, etc., on découvre des trucs. C'est vraiment un bâtiment qui est riche aussi par ses imperfections d'ailleurs, et c'est ça aussi qui est intéressant. Mais c'est pour ça que l'architecture spectacle, ça résume pas, quoi. C'est pas spectacle contre modestie. C'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Ça, je vous montre ça parce que voilà un bâtiment de Youssef Tomé, l'architecte libanais dont je parlais tout à l'heure. C'est un bâtiment, c'est l'université Saint-Joseph de Beyrouth qui a reçu le prix du meilleur bâtiment du monde arabe il y a 2 ans, je crois. Et qui est un bâtiment extraordinaire, parce que quand je l'ai visité avec Youssef Tomé, je lui ai dit, on dirait que tes bâtiments, ils dansent le tango. Il m'a dit, c'est exactement ce que je voulais faire, parce que ce que je voulais montrer, c'est que les communautés libanaises, elles sont accrochées l'une à l'autre, elles sont dans une espèce d'attirance-répulsion permanente, comme quand on danse le tango, et qu'on ne peut pas se séparer les uns des autres, mais on ne peut pas se supporter. Et toute son architecture montre ça. Et c'est un bâtiment extraordinaire, vraiment formidable, qui est plein de trucs, qui est plein d'idées, évidemment qui fait référence au bunker, qui fait référence à la guerre, il le cache pas du tout, mais c'est quand même c'est une richesse à la fois architecturale et puis et sociale, enfin historique, qui est vraiment formidable. Et d'ailleurs, j'en profite avec des phénomènes de perspective accélérée pour l'escalier, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose qui pour moi est crucial, c'est que moi, c'est très fréquent que sur les livres que j'écris, le roman à l'Olivier, celui-là, on me demande à chaque fois, mais est-ce que vous écrivez, est-ce que c'est du journalisme ou est-ce que c'est de la littérature? Et je me souviens qu'un jour, Jean Hatzfeld, que j'aime beaucoup, a un jour répondu à un truc que je trouve formidable. Il a dit, mais écoutez, c'est un faux débat. C'est un faux problème. La question, elle n'est pas là. Le problème, c'est celui-là. C'est que un journaliste, il répond aux questions de ses lecteurs. Un écrivain, il répond à ses propres questions. Et je dirais que pour un architecte, c'est exactement la même chose. Et je dirais même que ce qu'on doit vous enseigner,
C'est exactement ça. C'est-à-dire que à chaque fois que vous aurez une question à résoudre, vous aurez deux choses à faire. Répondre à la question qu'on vous pose et répondre aux questions que vous vous posez vous-même. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que sur chaque travail que vous aurez, sur chaque réponse qui devra être la vôtre, ça devra impliquer votre personnalité intime. C'est en ça que vous êtes dans la création. Et c'est en ça d'ailleurs que quand c'est réussi, ce que l'un fait, c'est pas ce que l'autre fait. Moi, je suis toujours fasciné par, à chaque fois qu'on me fait visiter un bâtiment, j'étais encore avec Louis Paillard, architecte périphérique, qui faisait visiter des logements qu'il vient de faire à Paris, et il me dit, tu comprends la forme, tout ça, c'est la conséquence des prospects, là on avait le droit de monter ici. Je lui dis, écoute, arrête avec ça, parce que vous dites tous la même chose et personne ne fait la même chose. Donc ça va, bien sûr, je sais bien que vous servez des contraintes, mais enfin, le résultat, c'est que si toi t'as gagné, c'est que les autres, ils avaient fait autre chose, c'était pas la même chose. Donc c'est ça qui est important, c'est de ne jamais oublier que, il me semble même que c'est même, je dirais même presque les choses à l'envers, moi. Je dirais que quand on vous pose une question, répondez d'abord à vos propres questions. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voyez le monde? Et puis après, répondez à la question qu'on vous pose. Moi, ça me paraît fondamental. Bon. Moi, ça c'est Youssef Tomé, très flou, mais il est mieux que ça. Bon, ça, je vous montre ça parce que ça, c'est pendant les printemps arabes. Enfin, à l'époque, on appelait ça encore comme ça. C'était extraordinaire parce que d'un seul coup, ce lieu des pyramides qui est ravagé par le tourisme, d'un seul coup, c'était génial, quoi. Et donc, c'est aussi il y a aussi cette idée que faut comprendre aussi que tout ce qu'on voit, ça peut disparaître, quoi. Même tout ce qu'on voit, le développement urbain, la mondialisation et tout, on ne sait pas ce qui peut se passer. À la limite, je dirais que c'est vrai que moi j'ai tendance, quand je retourne dans certains endroits, à trouver que c'est moins bien que ce que j'ai connu avant. Quand je retourne en Birmanie, que j'ai connu il y a 30 ans, où c'était vraiment un pays à Tintin, quoi. Mais pour les gens qui ne l'ont jamais vu, la première fois qu'ils le voient, c'est toujours extraordinaire parce que ça va encore énormément changer. Et on ne sait pas comment, et ça peut aussi revenir en arrière. Bon, je passe. Ça, je vous montre ça juste parce que j'ai beaucoup suivi la crise grecque. Et d'ailleurs, j'avais même développé toute une... En fait, avec un photographe, on a choisi un immeuble au hasard, dans Athènes, absolument au hasard, dans lequel on a tenté, et réussi d'ailleurs, de rentrer dans tous les appartements. Il y avait un code, donc il fallait faire le pied de grue. Je suis resté une semaine au bas de l'immeuble. Et à chaque fois, l'article s'appelait « Crise à tous les étages ». Et l'idée, c'était de demander à chaque fois comment la crise vous a-t-elle frappé, quel rêve elle a détruit. Et j'y suis retourné 4 fois tous les 6 mois pour voir l'effondrement des gens, quoi. Et ce qui était extraordinaire, c'était des vues du commerce. Et donc, il y avait moins 30, moins 50, moins 70... Plus 2 fois, moins 70, moins 80. Évidemment, les magasins étaient toujours vides et puis finalement, ils ont fermé. Et bon, vous savez tous qu'il y a des tas d'articles là-dessus, hein, sur la désertification des centres-villes, sur la façon dont toutes les villes de taille moyenne sont en train de crever. Et ça, c'est quand même un truc aussi fascinant à voir. Et d'ailleurs, je dois dire que il n'y a pas longtemps, j'ai fait un reportage à Saint-Étienne. C'est bizarre parce que je l'ai fait pour Air France Magazine. Donc, je suis allé à Saint-Étienne en train pour Air France. Mais c'était formidable parce qu'il m'avait demandé un article sur le design. Et moi, le design, sur le fond, ça m'ennuie. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais j'ai découvert, dans cette ville, qui est l'une des villes les plus très pauvres, où je crois que un appartement, le mètre carré en centre-ville, ça doit être du 1000 € le mètre carré. Comme on dit, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous le revendrez jamais. J'ai découvert que dans cette ville, c'était irrigué par un tissu incroyable d'innovation, de design social, quoi. Et c'était bourré d'anarchistes, en fait, qui croyaient à l'entreprise privée. C'est fascinant. Et donc, c'est très intéressant parce que... je dis ça parce que je vais partir vendredi, 5 semaines. Je vais descendre toute la France pendant 5 semaines pour Arte, avec un photographe. On va produire tous les jours, à partir du 3 avril, sur la plateforme d'Arte, une histoire de 3 minutes, en photo,
et en texte. Moi, j'écris le texte et je lis, c'est ma voix qu'on entendra. Et c'est l'idée, ça s'appelle Terre d'élection, et l'idée, c'est de faire un portrait de la France. Donc, c'est pas de l'architecture dont je vais m'occuper, c'est de la France au sens large. Mais bien sûr, ces questions, par exemple, la désertification, c'est au cœur de la question, quoi. Et bon, voilà. Donc, ça fait aussi partie des choses que je travaille. J'aime beaucoup ça parce que dans l'idée justement des lieux comme ça en déshérence, ça, c'est pas du tout ça. Ça, c'est le buffet de la gare de Bâle. Et c'est donc ce que tous les gens voient quand ils vont à la foire de Art Basel. C'est-à-dire que c'est le truc le plus snobissime qu'il puisse y avoir au monde. Ils ont laissé le buffet comme ça. Et on peut penser maintenant que c'est quasiment une installation. Parce que, évidemment, personne n'y touche. Parce que c'est magnifique. C'est tout près. Vous connaissez. Bon, moi, je suis paranoïaque, mais bon, ça, c'est. Je vous montre ça juste parce que après, je parlerai d'autres choses, mais ça, c'est juste une image du cimetière de Port-au-Prince, hein, en Haïti, après le tremblement de terre. Et ce qui est formidable, c'est que même les tombes ont bougé, quoi. Et ça, c'est quand même un truc sur la puissance tellurique bon, voilà, je trouve ça considérable, quoi. Ça, c'est aussi une chose qui m'a toujours fasciné. C'est que je suis fasciné par la manière dont les gens font confiance, quoi. Alors, ils font confiance aux architectes. J'en ai parlé, et pourtant ça tombe, l'architecture. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Paul Andreu, l'architecte de Roissy, qui me racontait quand même que quand il y a eu l'accident sur le hall F, où quand même il y a eu 2 morts, ça a quand même brisé sa carrière. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Il devait construire des tas d'aéroports et ça s'est arrêté. Et quand même, bon, il y a une très belle phrase dans Les Pierres sauvages de Pouillon qui dit « L'architecture, c'est l'outil qu'on oublie sur un rebord qui tombe et qui tue ». Et il y a ça aussi. Et c'est une dimension de l'architecture que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est magnifique aussi. C'est vrai, bon, c'est une tarte à la crème de rappeler le nombre d'ouvriers qui meurent sur les chantiers du Golfe, etc. Mais c'est vrai que l'architecture, c'est aussi fait de ça, quoi. C'est aussi quelque chose d'extraordinairement social, humain. Et alors, il se trouve que moi, l'histoire que je raconte, en fait, la règle que je dis dans le livre, c'est qu'il ne faut jamais faire complètement confiance aux pros. Faut jamais avoir complètement confiance aux professionnels parce que ils sont dans un état de professionnalisme tel qu'ils oublient à quel niveau celui qui ne l'est pas se trouve. Et l'histoire que je raconte, elle n'a rien à voir avec ça. Je raconte comment un jour, il se trouve que je faisais une enquête sur des imprimeurs et il y avait un groupe qui s'appelait les imprimeurs libres, qui étaient les anciens maoïstes gauchistes qui avaient monté une imprimerie. Et en passant, il y a un des imprimeurs qui me dit ça te dirait pas, dis donc, de faire un reportage sur le site-car de compétition parce que on n'a pas de sponsor. Ils avaient qu'un sponsor, c'était des gars qui faisaient des chevilles pour le bâtiment. C'est pas sexy. Donc je lui dis, attends, le site-car de compétition, mais si, bien sûr que ça. Moi je fais beaucoup de motos, donc ça m'intéresse beaucoup. Et donc il me donne rendez-vous à ce qui est le circuit Carole, qui est le circuit qui est au-dessus près de Rungis, près de Roissy, dans la banlieue de Paris. Il s'appelle circuit Carole parce qu'autrefois, pendant un moment, les motards se retrouvaient à Rungis pour faire les cons, et il y avait sans arrêt des morts. Et la dernière fille qui s'est tuée à moto, elle s'appelait Carole. Donc quand ils ont enfin fait un circuit pour les motards, il s'est appelé Carole. Et donc arrive le sidecar, donc il y avait 300 motards qui tournaient donc ils arrêtent tous les motards. Donc le mec arrive avec son side dans un sidecar de compétition. Vous avez peut-être déjà vu ça, mais le motard il est couché à plat ventre comme dans une fusée, quoi. Sur la gauche, il a une espèce de plaque de métal qui est à ça du sol, avec des barres sur laquelle il faut s'accrocher. Donc on me donne des gants, un casque, je me mets à genoux. Et alors le mec me dit, évidemment, comme tu ne pourras pas faire le singe, comme on dit, tu ne pourras pas te mettre de l'autre côté pour faire le contrepoids, etc., je vais freiner plus fort. Et il me dit, t'inquiète pas, je vais faire 2 tours. Si ça ne va pas, tu me tapes sur l'épaule, je m'arrête. Et évidemment, il faut imaginer toute la foule hyper envieuse de moi quand même. Hein. Évidemment, le mec démarre, c'est comme un grand 8, mais à plat, la même sensation. Et je comprends à ce moment-là que si je lâche une des barres pour lui taper sur l'épaule, je suis éjecté. Et donc je ne peux pas lui dire. Et ça a duré 2 tours. Et c'était un cauchemar. Un truc mais atroce. C'est comme en plus, comme il freinait beaucoup plus fort parce que je pouvais pas faire le contrepoids, j'avais toute l'énergie cinétique dans les poignets. Je suis sorti de là. Bon, évidemment, j'étais en sang, les genoux, etc. Mais surtout comme si j'avais été tabassé, quoi. Tous les muscles froissés. J'ai marché comme ça pendant 2 semaines.
atroce. Mais bon, c'est l'histoire que je raconte dans le livre, mais la conclusion que j'en tire, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas faire confiance aux pros. Et je suis fasciné, alors ça c'est à Kanchipuram, c'est en Inde, mais je suis étonné toujours que les gens... alors il y a des architectes qui le mettent en scène, ça c'est en Israël, je crois. Il y a des architectes qui évidemment mettent ça subtilement, faut bien rappeler... Bon, ça, il y a tout un truc à dire sur la 5e façade, mais je sais pas, je vais pas revenir là-dessus. Là, j'avais mis cette photo parce que... D'abord parce que c'est un endroit sublimissime, c'est à Ilulissat au Groenland. C'est un endroit où le glacier vèle des icebergs dans la mer en permanence. C'est extraordinaire, mais j'avais mis ça parce que j'ai une idée qui est assez tirée par les cheveux, je dois dire, mais quand même, je pense au fond, le mot est bien choisi, que si aujourd'hui on commence à se moquer un peu... si on accepte, malgré tout ce qu'on dit, le réchauffement climatique, si on continue de voir la banquise qui commence à dépérir, etc., c'est qu'on n'en a plus besoin. Et si on n'en a plus besoin, c'est par une raison, c'est que l'intelligence artificielle et tout le monde virtuel a fait que le rapport au pôle a complètement disparu. Le rapport au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Aujourd'hui, n'importe qui avec une console de jeu est capable d'être devant, derrière, changer de voiture, se mettre en dessous, dessus, derrière. Il y a une espèce de capacité à jouer, d'ailleurs même avec tous les logiciels d'architecture, etc., vous permettent de changer en permanence, d'être dans tous les sens. Et je pense qu'on a perdu quelque chose d'assez fondamental, qui était l'idée qu'il y a quand même le nord, le sud, l'est, l'ouest, que c'était très important. Et que plus ça va, moins on s'en rend compte. Alors, la lumière nous a fait perdre le sens de la nuit et du jour, et on perd comme ça petit à petit un rapport au réel. Et je pense, dans un certain sens, si j'ai mis cette photo, c'est que je pense que toute l'architecture de Zaha Hadid, toute cette architecture où justement on a vu d'un seul coup qu'il n'y avait plus de plaintes au sol, que le mur, le plafond, le plancher, tout ça c'était une espèce de même ruban permanent, ça vient aussi de ça. Il me semble que ça vient aussi du fait qu'on est rentré dans un monde où le rapport normé au pôle n'existe pas. Et que donc on peut être dans un continuum spatial qui se déroule un peu comme une pâte. Et voilà. Et je pense que c'est ce qui a fait la fortune de Zaha Hadid. Et d'ailleurs, à propos de Zaha Hadid, c'est quand même très surprenant, enfin, quand on réfléchit au fait que Claude Parent est mort, a vécu 30 ans de plus qu'elle, et quand on connaît le peu de choses qu'a fait Claude Parent et ce que fabriquait la puissance de travail de Zaha Hadid, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais en tout cas, de fait, on peut imaginer ce qu'elle aurait fait en 30 ans. C'est quand même fascinant quand même de voir... Quand même, là, il s'est passé un truc peut-être dommage, parce que c'était quand même intéressant, quoi. Bon... je passe, ça c'est autre chose. Vous arrivez parfois chez des gens dont le principe c'est, comme on dit en anglais, super size me, c'est-à-dire plus ils vous en foutent dans la vue, plus vous en avez. Et ça c'était un appartement d'un trader français qui avait 35 ans, qui a fait beaucoup d'argent, et qui avait l'appartement sur un des lieux les plus magnifiques du monde, quoi, sur Copacabana à Rio. Bon, c'est vraiment dingue, quoi. Et ça, par exemple, même genre de choses, Tahiti. Bon, ça je vous montre ça parce que c'est formidable. C'était le directeur Sarkissian, c'est le gars qui dirigeait le musée d'architecture de Moscou, le musée Tchoutchev. Et c'était un type extraordinaire parce que à chaque fois que j'allais à Moscou, et j'y suis allé souvent, je passais voir Sarkissian parce que en 30 minutes, il m'expliquait la situation de la Russie. Et c'était un type formidable. Il est mort de façon très bizarre. Il s'est beaucoup opposé à la femme du maire de Moscou, qui était le plus gros promoteur peut-être même de Russie. Et il était très opposé aux destructions, etc. Et on pense qu'il a été empoisonné et il est mort dans une clinique en Allemagne. Mais ce qui était extraordinaire, c'était son bureau, parce que c'était un truc incroyable, quoi. Et il avait des rayonnages où il y avait, par exemple, il y avait marqué idiot. Alors il y avait tous les trucs idiots, alors, tous les idiots, les gens qui avaient écrit des choses idiotes, mais tous les architectes qui avaient fait des idioties, etc. C'était un personnage extraordinaire. Et sur l'accumulation, c'était quelque chose de très intéressant. Je vous montre cette photo parce que je l'aime beaucoup. C'est pas qu'une photo de vacances, mais elle est extraordinaire pour moi parce que l'histoire est géniale. C'était que
Moi, je m'appelle Tretiakov, hein, donc je parle russe, j'ai un tropisme russe, c'est comme ça. Il se trouve que j'étais un jour invité en Russie et il y avait ce montreur d'ours qui était là. Et il se trouve qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient avec moi et celle qui était venue avant se faire prendre en photo, l'ours avait, de façon malencontreuse, donné un coup de griffe et il lui avait déchiré sa doudoune et il avait fait comme ça, quoi. Et donc, plus personne n'osait aller poser avec ce pauvre type, avec son ours. Donc, j'y suis allé. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est après, et c'est vraiment dommage, c'est qu'en fait, le mec qui est au centre, il a glissé sur le verglas, il est tombé. Et je me suis retrouvé nez à nez avec l'ours. Et je dois dire que, comme à Soweto, j'ai dû lui faire peur, parce qu'il avait plus peur que moi. Enfin, j'imagine, on est resté interloqué le temps que le type se relève. Enfin, ça a été un grand moment. Et je vous montre ça aussi parce que ça, c'est en Inde, mais c'est pour retomber un peu sur ce que je disais au début, c'est que quand les portes vous sont fermées, de temps en temps, il est bon de les pousser. Et moi, c'est un peu mon truc. Mais là, j'adore ça parce que la formule est magnifique, quoi. Et bon, c'était une espèce de réserve de crocodile. J'ai pas ouvert la porte quand même, hein. Soyons francs. Et puis alors, j'adore ceci parce que c'est une photo que j'ai faite à Londres. J'ai jamais vraiment réussi à comprendre pourquoi, est-ce que ça voulait dire, mais sur le fond, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les architectes seraient jaloux des prostituées? Et en fait, je me demande, est-ce que c'est parce qu'elles ont beaucoup de clients? J'arrive pas à savoir. Ou alors que le métier est plus sexy que l'architecture. Voilà, bon, je pourrais continuer longtemps, mais je vais en rester là, et si vous voulez, je peux bien répondre, ou si vous avez des questions, enfin, si vous voulez qu'on parle d'autre chose... Je peux. J'essaye de l'éteindre. Merci Philippe, magnifique. Mais oui, parler d'autre chose, je pense que vous avez peut-être des questions à poser, mais comme moi, vous avez pu constater qu'il y a un regard là qui est pas anodin. Est-ce qu'il y a des questions, des envies de voyage qui sont nées de ces règles et de ce précis d'architecture? Mais j'ajouterais une chose là. J'étais avec, vous savez, on est quelques critiques à faire à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine tous les 2 mois à peu près, une séance critique où on passe en revue un certain nombre de choses. Et il y a un critique d'architecture qui est architecte aussi, prof, que j'aime énormément, qui s'appelle Richard Scoffier, parce qu'il est très original. Bon, il a une gestuelle qui est complètement dingue, même excessive, mais est-ce que vous avez le même psychanalyste? Non, moi tiens, je reviendrai sur la question des psychanalystes d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que il a lui aussi un regard très décalé et comme il est très nourri d'histoire de l'architecture, et par exemple, il a dit l'autre fois une chose que j'ai trouvé absolument géniale. Il aime énormément. Moi, je l'ai pas vu le bâtiment, ce qu'ont fait Herzog et de Meuron à Colmar. Le Unterlinden là. Ouais. Bon, c'est ça, c'est Oui, Unterlinden. Oui, je l'ai pas vu. Mais il parlait de ce qu'ils sont en train de faire, l'extension qu'ils sont en train de faire du musée d'art moderne de Berlin, fait par Miss van der Rohe. Et il a dit un truc que j'ai trouvé génial. Il a dit, vous savez, dans tous les bâtiments de Miss, vous avez le bâtiment de Miss, et puis à côté, il y a un mobile de Calder. Et dit là, la force d'Herzog et de Meuron, c'est que le bâtiment qu'ils sont en train de faire, eh ben le mobile de Calder, c'est le bâtiment de Miss van der Rohe. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fort. Et c'est ça que j'aime aussi ce que j'aime chez Scoffier, c'est que il a un regard décalé, mais qui est très construit sur l'histoire de l'architecture. Et voilà. Et ça aussi, d'ailleurs, je pense que c'est une leçon aussi, parce que ce que font Herzog et de Meuron, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de s'affronter à des choses extraordinairement patrimoniales, d'une puissance considérable, c'est quand même pas facile. Un peu comme quand Perrault fait le pavillon du Four à Versailles. Moi, je trouve que c'est très réussi, ce qu'il fait aussi. Et quand Perrault dit, là, il y a un architecte des ABF, mais quand Perrault dit je n'ai fait que continuer
Versailles. C'est intéressant cette idée qu'on puisse finalement prendre l'architecture patrimoniale et la poursuivre. Il ne s'agit pas de l'anéantir, mais de lui ajouter quelque chose, disons. Ça, c'est quand même fort. Et ça, l'enjeu, la question patrimoniale, elle est cruciale en France. Donc évidemment, et c'est là que c'est intéressant de voir que justement, on peut faire de l'architecture contemporaine dans du patrimonial et que ça peut marcher, quoi. Bah oui, alors il faut lire évidemment Scoffier qui écrit quasiment tous les mois dans Ouais. Et qui enseigne à Versailles. Moi j'ai été beaucoup je suis très séduit par ta réponse sur la question journalisme ou littérature. Parce qu'effectivement, je pense que c'est il y a trop de choses qui sont devenues terriblement absentes de l'enseignement de l'architecture. Et ce qui est devenu le plus absent de l'enseignement de l'architecture, ce sont les étudiants. Et j'en profite parce que vous êtes là. C'est-à-dire que je trouve qu'on arrive dans un système qui est extrêmement lisse, où il y a une perte considérable non seulement de contenu, de culture architecturale, mais il y a surtout et ça c'est lié à la perte de caractère. C'est-à-dire que la perte de caractère, c'est pas que vous n'ayez pas de caractère, c'est pas du tout ce que je veux dire. Bien au contraire, c'est que finalement le caractère c'est quelque chose qu'on cache, qu'on camoufle, et qu'on est passé dans un mode où l'expression, l'esthétique est primordiale. Mais quelle esthétique? Ça me semble une question primordiale qui n'est plus posée dans les écoles d'architecture. C'est-à-dire que là aussi, la question de l'ornement est bannie, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans une situation morale où le motif, c'est un scandale. Enfin, depuis que Loos a dit que l'ornement est un crime, il l'a pas tout à fait dit comme ça, mais enfin, c'est ce qu'on lui fait dire. Les architectes sont habillés en noir et font la gueule. Et en gros, ça s'arrête là. Il y en a quand même peu qui passent cette question-là. Toi, tu travailles sur la couleur. On a eu une magnifique conférence de Neutlings sur la question de l'identité. Parce que l'architecture, je voulais en venir aussi parce qu'on a la chance d'avoir Benoît Léoto qui est là, qui est l'architecte des bâtiments de France, de notre belle capitale. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tu parlais de monumentalité, tu parlais de la présence du signifiant, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un monument? Est-ce qu'il a forcément une fonction autre que la représentativité? Tu parlais de Berlin, je trouve ça magnifique, cette idée aussi de l'absence, de signifier par l'absence, que les Américains ont repris de façon pas très bienveillante, je trouve, ou réussie, on va dire, à Ground Zero. Mais sur cette question de la présence-absence, comment monumentaliser, comment représenter, finalement, l'identité, l'architecture donne une identité. Ça semble assez évident. Ça l'est encore. La Tour Eiffel en est le meilleur exemple. Avant la Tour Eiffel, Paris, c'était quoi? C'était même pas le French Cancan. Aujourd'hui, Paris, c'est la Tour Eiffel dans le monde entier. Mais avant qu'il y ait la Tour Eiffel, elle n'était pas là. C'est donc bien une architecture qui a créé l'identité de cette ville, évidemment. Elle est réductrice. Mais je crois qu'il y a dans les écoles cette absence sur la question esthétique, parce que il y a le fait que on ne pose plus aux étudiants la question de se positionner eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on vous demande de répondre à un programme, et puis finalement, après avoir consulté InDesign, etc., enfin tous les sites, il y a des tendances qui se dégagent, qui sont celles aussi de certaines extravagances, qui sont prises pour l'identité, là où ça n'en est pas. Tu parlais tout à l'heure de modestie. Moi aussi, la modestie, justement, dans ces caractères néo-modernes très lisses, commence à m'agacer. C'est le poète Black qui disait au début du siècle dernier que la modestie est souvent le masque de la vanité. Et je crois que c'est devenu presque une signature de notre profession. Et que tout ce qui représente, tout ce qui signifie, tout ce qui est un engagement, là où tu parlais de violence, de cette bousculade que provoque la présence architecturale, elle est gommée dans une espèce de fausse modestie insupportable, qui est finalement l'absence de l'engagement de l'écrivain au sens de l'architecte, de celui qui s'inscrit dans un contexte. Et ça, c'est tout un ensemble de choses que ton ouvrage piste du début à la fin, et que ton regard pose comme problématique. Pas unique, mais très ouverte.
Oui, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la fameuse histoire de l'ornement est un crime. La phrase de Loos, elle répond à une chose très précise quand il écrit ça. Hein. C'est qu'il a une totale croyance dans l'industrie et l'ornement, c'est ce qui cache le défaut. Et à l'époque, justement, comme il croit vraiment que l'industrie va pouvoir réaliser tout et de façon parfaite, l'ornement est un crime. Pour lui, c'est précisément, il ne veut pas qu'on vienne cacher. Bon, c'est d'autant plus intéressant que j'avais écrit il y a quelque temps un article sur toute la tradition de la fêlure et de la cassure dans la culture japonaise, qui est extraordinaire, où justement l'objectif c'est de montrer la chose cassée, etc. Bon, c'est vraiment intéressant. Mais et Loos crée une des premières revues, un des premiers magazines de l'homme moderne, avec l'ensemble de la panoplie du porte-chaussettes, le porte-cravate, etc., etc. Et cette question ornementale va toucher tout le design, y compris la personnalité même. Et sur ce qui est de l'hypothèse du manque de caractère, ou j'en sais rien, moi un jour, Alain Finkielkraut, il m'a dit un truc qui m'a marqué, il a dit cette phrase, il a dit « On ne devient vraiment adulte que le jour où on échappe à sa génération ». Et ça, c'est quand même vraiment crucial, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde sait que les adolescents, leur objectif, c'est d'être habillés tous pareils. Bon, ça, tout le monde a vécu ça. Et on peut d'ailleurs se demander, dans la mesure où les architectes sont effectivement très souvent tous en noir, s'ils ne sont pas encore restés un peu adolescents. Mais j'avais écrit dans Faut-il prendre les architectes que j'ai un chapitre sur le noir. Et évidemment, le noir chez les architectes, on sait bien ce que c'est, quoi. C'est la rencontre géniale du curé et de l'anarchiste, quoi. Et voir peut-être, donc c'est-à-dire le gars, le rigoureux, et puis le bohème artiste. C'est les deux couleurs. Le noir, ça, c'est deux couleurs. On peut même. Quand tu es charrette, ça évite aussi de laver les fringues. Enfin, moi, je les ai vus comme ça. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Et puis ça mincit. Tu n'as même pas le temps de te laver après. Puis ça mincit aussi, d'ailleurs. C'est ce que dit Jean Nouvel. Ça amincit. Alors, quand tu te retrouves DAD à la Biennale de Venise avec ton cas. Plus Nouvelle, plus il y avait qui encore, Vasconi, etc. Enfin, ils étaient tous en noir, chauve, et plutôt épais, quoi. C'était impressionnant. Ils étaient 5 à table. J'avais d'ailleurs à un moment écrit un article sur l'hypothèse que les architectes chauves faisaient des bâtiments capotés. Je me souviens. C'était une hypothèse aussi. Je voudrais revenir un instant sur l'histoire de Ground Zero. Là. C'est vrai, j'étais à New York là, il n'y a pas longtemps, mais il y a un problème, c'est que c'est difficile de comparer les bâtiments de Londres, parce que la durée de Berlin avec ceux de New York, parce que commémoratif, parce que la distance est historique n'est pas du tout la même. Le problème, c'est que à New York, les acteurs sont là, quoi. Et donc les gens qui ont dû créer le mémorial du 11 septembre, ils ont été confrontés, ils ont eu tous les problèmes. Ils ont tous été posés. C'est-à-dire, il y a des gens qui voulaient, par exemple, qu'on ne mette pas le nom des gens qui pilotaient les avions. Donc ils ont dit d'accord, mais est-ce qu'on pourrait imaginer à Auschwitz qu'on ne parle pas des nazis? Bon. Après, on a dit il ne faut pas mettre de morceaux du bâtiment parce qu'il y a des restes humains dedans. Donc je pense que c'était pas possible de faire quelque chose de réussi parce que c'est trop tôt. Il me semble que le rapport à l'absence, la capacité de le gérer par l'absence, ça nécessite précisément d'avoir perdu, quoi. Mais bon, c'est l'histoire. Je prends un coup. C'est l'histoire de. J'écoutais un jour Marc-Alain Wachnine, le rabbin qui faisait un cours que j'ai trouvé génial. Il parlait de la pulsion d'emprise. Et le fait que les enfants, les très petits-enfants, quand on leur tend quelque chose, ils le prennent dans la main et ils le serrent. Il disait la seule manière d'avancer, justement, c'est d'accepter de perdre et de lâcher les choses. Sinon, on est dans le maintenant. Et j'avais trouvé ça très juste. Et la question, elle est là. C'est que pour arriver à faire le monument du 11 septembre, il faut être capable de lâcher le 11 septembre et passer à autre chose. Mais c'est trop tôt. C'est évidemment trop tôt. Ouais. Peut-être une remarque sur le monument d'Eisenman à Berlin. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est que tu as montré 2 images où il n'y avait personne. Oui. Je l'ai visité plusieurs fois et les 2 fois, je me suis fait l'observation. La première fois, j'ai entendu des enfants qui criaient, des enfants qui couraient. Et ce qui m'avait très impressionné, c'est que, la vie était là,
malgré tout ce qui s'est Oui, oui. passé. Et deux, ces enfants n'étaient que des ombres, parce que très vite, elles disparaissent. Tu vois, c'est très Oui, oui. Les gens Je comprends l'idée. Oui, oui. La deuxième chose que j'ai visité, il y avait des Français à côté de moi qui Bien. ne supportaient pas que les enfants crient. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'architecte a voulu ça, justement? Qu'il y a encore ces cris. C'est bien. Et alors, ce qui était très émouvant, encore une fois, c'était que, voilà, il y avait cette vie, mais qu'elle disparaissait aussi. Et donc ces enfants, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, que ces enfants qui disparaissaient, c'était peut-être aussi ceux qui avaient disparu. Oui, oui, non, c'est très beau, c'est très bien vu. Ouais. Ouais, ouais, je pense Il y a un que c'est passage juste, très touchant dans ton ouvrage. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a le Copan, évidemment, avec la Pékin. Ouais. Mais il y en a un qui est très touchant aussi, et qui aborde cette question-là. Très beau, ouais. Et la monumentalité par l'absence, c'est aussi dans le silence ou pas. C'est cette scène que tu décris à Auschwitz, où ton téléphone sonne et où tout d'un coup, voilà, enfin, c'est saisissant cette situation. Mais j'arrive pas à me rappeler si c'est dans ce livre-là. C'est dans ce livre-là. C'est la propriétaire de ton parking qui te rappelle pour te dire que donc tu l'as pas payé ton loyer. Oui, mais Ça sonne et tu lui réponds. Elle te rappelle le lendemain. Enfin bref, tu dénonces ton loyer. Oui, j'explique comment. Ce qui est mieux que de dénoncer son voisin. M'a fait changer mais de enfin, parking, c'est très touchant dans ce. Oui, non, mais parce que c'est vrai, parce que bon là, ça fait un peu pompeux de le dire comme ça, mais c'est vrai que je comprends. Après, parce que ça me traumatise toute cette histoire, mais je comprends qu'en fait, dans ce lieu de savoir mourir, il n'y a pas de place pour le savoir vivre, quoi. Et qu'elle veut me donner une leçon de maintien, elle me dit vous n'auriez pas dû décrocher votre téléphone, et bon, ça prend une proportion, et je comprends qu'elle m'emmerde, quoi, parce que ça n'a j'en ai rien à foutre de ce téléphone, au fond. Et dans le livre que j'ai écrit précédemment, dans notre envoyé spécial, il se trouve que j'ai fait un reportage avec Guillaume Herbeau, qui est un très grand photographe avec qui je travaille beaucoup. J'ai fait 50 reportages dans le monde avec lui. Et on a passé 9 jours à Zwiecim, en Pologne, donc à Auschwitz, pour faire un reportage sur la ville d'Auschwitz. Qu'est-ce que c'était que de vivre? Donc on a fait un reportage dans cette ville. J'ai fait un reportage sur ce qu'on pourrait appeler le hors-camp, comme il y a un hors-champ, quoi. Et c'était terrible, parce que j'ai découvert par exemple que le camp d'Auschwitz, c'était pour les gens qui sont nés dans cette ville. C'est un bassin d'emploi. Les gens disaient ce serait génial de bosser là, on rencontre des gens du monde entier, on parle toutes les langues et tout. Et bon, évidemment, et ils ont raison. Je rappelle toujours que c'est une phrase de Yankelevitch qui est magnifique, mais il disait que la pensée de la mort est une pensée intermittente. Heureusement, parce que si on ne pensait qu'à la mort du matin au soir, on ne vivrait pas. Mais nous, journalistes, moi quand je vais dans une zone de conflit ou même quand je vais à Auschwitz, j'ai une pensée de la mort omniprésente. Mais les gens que je vois qui vivent là, heureusement pour eux, ils pensent à autre chose. Et donc tout le problème, c'est d'arriver à ne pas projeter sur eux. C'est le thème de mon précédent livre, cette idée de la projection. Bon. Et c'est ça, c'est comment arriver à ne pas projeter sa propre histoire sur eux, quoi. Et d'ailleurs, dans le livre, je raconte un truc, un moment, on passe 9 jours, et quand on part avec Guillaume Herbeau, Guillaume me dit, en traînant le sac dans le couloir de l'hôtel, il me dit, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a été battus, ce qui est vraiment le sentiment que j'avais, parce que c'était terrible, parce qu'en plus on est face à un maire antisémite, enfin c'est une époque, je crois que c'est devenu pire maintenant, je crois que c'est devenu encore plus Luna Park qu'avant. Je crois que c'est vrai. Bon, mais déjà ça commençait. Et à un moment, Guillaume Herbeau, le photographe, me dit: est-ce que tu as remarqué que quand on va dans le camp, il n'y a pas d'oiseaux? Je lui dis: tu racontes? Il dit: non, je t'assure, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a aucun oiseau. Et donc je lui dis: bon, écoute, puisque c'est comme ça, on va y retourner. Et donc on retourne une fois de plus à Birkenau dans le camp. Et évidemment, il y a des oiseaux. Et donc je raconte ça dans l'article, dans le livre, parce que je dis: oh, comme on aurait aimé que la nature respecte les morts, quoi. Comme on aurait aimé ça, mais la nature, elle s'en fout. Elle n'en a rien à foutre dans nos histoires. Et d'ailleurs, c'est plus terrible. Quand j'étais à Tchernobyl, quand on avait compris assez vite qu'il fallait surtout pas marcher dans l'herbe. T'as la forêt, les gens disent: ah, c'est Dame Nature a repris ses droits, toutes ces conneries. Mais il n'y a pas pire endroit qui coupe pour conserver le césium que la nature. Il fallait marcher sur le bitume, et ça, c'était beaucoup moins dangereux.
Et voilà, donc toutes ces choses-là où. Et c'est d'ailleurs ce qui est épouvantable dans le drame de Tchernobyl ou de Fukushima, c'est que la nature devient tueuse. C'est que ça va tellement loin, la perversion de l'accident nucléaire, que ça rend le monde vraiment hostile, quoi. Quand on touche, vraiment, on ne peut pas faire pire, quoi. Donc, c'est comme le cancer, quoi. On se met à alimenter soi-même les cellules tueuses, quoi. Et donc, voilà, bon. Donc tout ça, moi quand je fais, tout ça alimente mes réflexions de critique, parce que. Alors justement, maintenant tu vas traverser la France pour aller du nord au sud, c'est ça, pour Arte. Comment se construit cette série? Alors d'abord, il fallait qu'on... C'est un duo image. Ouais, c'est-à-dire à la suite. Et texte. Déjà, Guillaume Herbeau, parce qu'il y a un type formidable qui dirige Arte Créative, parce qu'on est d'ailleurs venu signer ici avec les patrons d'info d'Arte. Il y a un gars qui s'appelle Paul Oisan, qui est un mec formidable. Et Paul Oisan avait déjà fait avec Guillaume Herbeau, le photographe, une série qui s'appelle Carnet de route en Ukraine, où il a fait 11 petits modules de 2 à 4 minutes dans la zone sécessionniste du Donbass. Guillaume est allé plusieurs fois là, etc. Et c'est extraordinaire, parce que donc il y a les photos de Guillaume, il y a le texte de Guillaume, il dit pas grand-chose, c'est pas la peine. Et ce qui est bien, c'est que Paul Oisan, il a toute l'attitude pour faire ce qu'il veut de ce qu'on va lui donner. Parce que je vais retravailler avec Guillaume. Bon. Donc il peut prendre mon texte et le découper, il peut prendre les photos de Guillaume et en faire ce qu'il veut, en mettre une, en mettre 50, la mettre à l'envers, la grossir. Donc c'est un truc à 3 quand même. Oui. Bon. Et donc, comme il fallait bien qu'on décide... Alors moi, comme j'avais écrit ces 2 livres successifs, Paul Oisan est venu me chercher. Il m'a demandé de faire ça avec... ils m'ont même demandé de suivre les élections en Allemagne, d'ailleurs, mais je ne parle pas allemand. Pas de bol. Donc, je n'ai pas pu le faire. Mais donc l'idée... Donc, je me suis dit, il faut absolument qu'on prenne une ligne directrice, qu'on ne va pas aller n'importe où. Donc, j'ai décidé, tout connement, de prendre la méridienne, la fameuse méridienne qui a été tracée par Cassini en 1667, il y a 350 ans, puis complétée par toute une série, c'est une série de géomètres, géographes, astronomes, y compris Arago qui l'a terminée jusqu'au Baléares. Et cette ligne donc, qui passe exactement au centre de la France, moi je l'ai appelée pour attirer l'attention des gens d'Arte. J'ai dit, nous allons suivre la colonne vertébrale de la France, dont nous allons étudier au plus près les hernies discales. C'était l'idée. Voilà. Et donc voilà. Et donc on part de Dunkerque, puisqu'elle commence à Dunkerque. C'est à partir de la méridienne, cette fameuse ligne qui passe par l'observatoire à Paris, qu'on a réussi à déterminer le mètre étalon. C'est à partir du mètre qu'on a calculé l'espace français et l'espace du monde. C'est quand même extraordinaire. C'est les Français qui ont donné la mesure du monde. Et c'est qu'en 1884 que le méridien GMT qui passait par Paris est passé à Greenwich. Et il y a eu une négociation parce qu'en fait, il y avait sur le méridien de Greenwich, il y avait moins de terres habitées que sur le méridien de Paris. Donc, et les Anglais avaient juré qu'en échange, ils passeraient au système métrique, ce qu'ils n'ont pas fait tout de suite. Mais c'était la négociation. Et les Français et le Pérou n'avaient pas voté pour. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et je suis devenu super fort en méridienne. Et donc, sur cette ligne, on va donc faire, comme il y a 900 km à peu près, qu'on a 27 étapes, en gros on fait 35 km par jour en bagnole, on a même une assistante avec nous, très sympathique. Et donc on avance, alors par exemple, à Dunkerque on va suivre le carnaval de Gravelines, avec une bande, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'ensuite à Saint-Omer, nous allons suivre un procès pour meurtre. Il y a un certain nombre de choses qui sont calées. À Creil, on va aller dans la dernière clouterie de France, où ils font 2800 types de clous. Entre-temps, on va passer dans je ne sais plus quelle ville où il y a l'usine Whirlpool, Amiens, l'usine Whirlpool qui doit être délocalisée en Pologne. Donc là, on doit avoir un rendez-vous avec les syndicats. Et puis voilà, il y a toute une série de choses comme ça tout au long de la France. Et ça s'arrête. Et ça s'arrête à un nom hallucinant qui s'appelle Saint-Paul de je sais plus quoi, de Fenouillet, dans les Pyrénées. Voilà. Où ce que je voudrais, c'est trouver une bergère.
Parce que l'image, d'abord pour être complètement en dehors de la politique, puisque c'est le lendemain de l'élection, et l'idée du mouton, pour les lecteurs, c'est un truc qui m'intéresse. Mais voilà. Voilà, qui est bien construit. Donc on va faire ça. Mais là, par exemple, j'étais à Bogota, j'ai passé 9 jours à Bogota en Colombie pour faire un sujet pour Air France Magazine et un sujet sur la scène artistique pour Madame Figaro. Et c'était tout à fait passionnant parce que j'ai découvert là aussi une ville extraordinaire. Et il y a un truc formidable à Bogota, c'est qu'il y a une vieille ville, il y a une ville coloniale genre Montmartre, donc la ville avec les maisons peintes, etc. Mais elle n'est pas du tout muséifiée. C'est là où il y a les campus universitaires. Donc c'est absolument génial, parce que dans la ville, il y a tous les étudiants. Et ça, c'est vraiment formidable, quoi. L'idée du campus en ville, c'est quand même... Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre le campus à Saclay? C'est un truc de dingue. Ouais. On a cette chance à Strasbourg, tu vois. Oui, absolument, mais ça c'est génial. On fait partie des rares qui n'ont pas besoin de revenir en ville. Absolument. Marseille s'est lancé, Nantes s'est fait, Bordeaux ne tardera pas. C'est très bien. Ouais. On a des étudiants de Bogota ici, mais ils sont pas là ce soir. Ah oui. Je voulais ajouter une chose sur le psychanalyste. Parce que dans le livre, je raconte une histoire hallucinante. Bon, je ne vais pas te raconter, mais cela dit, je pense qu'il y a, entre l'architecte et l'analyste, et le psychanalyste, il y a vraiment des points communs. D'abord, je pense qu'il se passe avec l'architecte exactement ce qui se passe avec le psychanalyste. C'est-à-dire qu'au début, c'est l'amour. Alors les gens disent, vous avez vu, vous savez qui est mon architecte et tout, c'est formidable. Comme tu sais que j'ai pris comme analyste et tout. Très rapidement, ça commence à aller un peu moins bien, parce que d'abord le devis explose, etc. Et puis à la fin, l'architecte, tout le monde se dit, qu'est-ce qui m'a pompé comme pognon, j'aurais pu tout faire moi-même. En fait, on le déteste. Comme l'analyse, c'est-à-dire qu'il y a un transfert contre transfert. Et je pense que dans les cas où, en général, les gens disent, j'aurais vraiment mon architecte, je ne le supporte plus, c'est plutôt bon signe. Après, c'est bien quand ils peuvent continuer, etc., à faire des choses ensemble, mais c'est plutôt bon signe que ça se termine mal. Parce que à chaque fois que des gens me disent « Ah, les architectes, on devrait les obliger à vivre dans ce qu'ils construisent », mais c'est une véritable connerie. L'architecte, il construit pas pour lui, il construit pour les autres. Il doit être capable d'imaginer ce que veut l'autre. Donc il faut vraiment être comme un analyste. Moi, j'ai eu une expérience d'architecte extrêmement courte. J'ai travaillé 1 jour et demi chez Andro et Para. J'ai été comme gratteur, j'ai été viré. J'étais nul, hein. Et c'est vraiment, il n'y a pas d'offense. Et ensuite, j'ai fait un appartement pour un psychanalyste qui s'appelle Cagliari. C'est-à-dire, j'ai fait le cabinet du docteur Cagliari, comme dans le film d'horreur. Et ça s'est terminé. Il n'a pas voulu me payer tout et on s'est battu. Je crois que c'était la fin de ma vie. Je me suis vraiment battu. Hein. Je lui ai déchiré sa chemise, il a cassé ma montre ou le contraire, je ne sais plus très bien. Et ma carrière s'est arrêtée. Voilà. Oui, mais cela dit, c'est pas étonnant que ça me soit frité avec un analyste parce que on était pareil, quoi. C'était un miroir. Éric Albisser. Oui, j'avais une question. Tu pourrais revenir sur le discours enfin pas idéal, mais que l'architecte peut tenir plutôt effectivement que de raconter les difficultés. Enfin, quand tu citais périphérique tout à l'heure, comment tu penses qu'il faudrait qu'on parle de nos projets? Sur quoi il faut mettre l'accent, l'histoire, le sens, enfin... Oui, c'est une excellente question, mais moi je pense qu'il y a la première des choses que devraient faire les architectes, c'est raconter et expliquer que l'architecture ça fait du bien. C'est crucial, quoi. Ça me paraît fondamental. C'est-à-dire que moi, quand vous êtes dans des espaces bien dessinés, réussis, où les échelles sont bonnes, etc., vraiment, on est mieux, quoi. Il n'y a pas de doute. Donc l'architecture, d'abord, c'est un truc, c'est fait pour faire du bien. Alors évidemment, mais je ne sais pas pourquoi les architectes ne sont pas capables de développer ça, de mettre ça en avant. Ils font des trucs du genre, justement, ils mettent en avant des discours du genre, on répond aux questions qu'on nous... Tu vois, on est comme si c'était des techniciens qu'on appelait pour résoudre un problème, et c'est les bons professionnels. Mais on s'en fout de ça. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'ils soient capables de donner beaucoup plus que le minimum professionnel, c'est un minimum. Mais il faut qu'ils donnent de l'espérance, de la joie, une part artistique. Enfin, faut qu'il y ait un plus, quoi. Faut que les gens soient heureux et fiers, quoi, d'être dans ce type d'architecture. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et je suis toujours étonné que le discours ne soit pas... Je pense qu'effectivement, on a des contraintes à résoudre. Oui. En effet, c'est quand on trouve les libertés qu'on a. C'est-à-dire au-delà de tous les règlements, c'est de trouver des libertés que les autres vont pas trouver. C'est ça notre manière d'agir différemment.
Moi, je pense que un jour j'ai dit les vrais architectes qui réussissent, il faut qu'ils soient paranoïaques. C'est comme les grands cinéastes, quoi, les grands réalisateurs, c'est-à-dire que ils ont un projet et à partir de ce moment-là, tous les intervenants vont se débrouiller pour essayer de le casser. Et d'ailleurs, Francis Soler, il m'a dit un truc qui m'a bien fait marrer. Il m'a dit, c'est vrai, il faut être paranoïaque et dormir peu. Parce que pendant que tu dors, les autres, ils pensent des trucs pour te faire chier. Les ingénieurs, le promoteur, etc. Donc c'est vrai. Donc c'est un métier. Il faut savoir qu'il faut avoir une idée, il faut la tenir. Il faut avoir la capacité diplomatique de céder un peu pour tenir beaucoup, mais il faut savoir, quand je dis que c'est un métier de violence, c'est vrai, c'est un métier de conflit, c'est un métier dans lequel on est en conflit avec tout le monde, quoi. Tous les gens sont là pour tenter de vous empêcher de travailler. Voilà. Mais c'est évident. Oui, Richardi a dit c'est un sport de combat, c'est vrai. Rudy le pense, mais c'est pas que. L'année dernière, on a travaillé avec Renzo Piano. Et la première chose qu'il dit, c'est que j'ai appris le mot impossible dans toutes les langues du monde. Ah oui. Évidemment. Et finalement, je fais quand même ce que je veux. Exactement. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, entre le journaliste qui répond à des questions qu'on lui pose et à l'écrivain qui répond à ses propres questions. C'est là que se forge cette dimension qu'on pourrait appeler l'architecture et qui n'est pas que la réponse à un programme, à une technique ou à un budget. Je vois Benoît Léoto, l'architecte des bâtiments de France, qui trépigne. Totalement. Non, mais d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Je crois que les étudiants ont une matière assez riche, assez dense. Donc merci pour ça, merci de nous faire profiter de votre regard, de vos voyages, parce qu'on est assez tous prisonniers de nos métiers, des devoirs que nous donnent les professeurs. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir des gens qui nous permettent de prendre un peu de distance, de remettre les choses en perspective. Et c'est pour ça que ces conférences sont assez intéressantes et c'est la vraie utilité de ces conférences-là. Et avec vous, on est servi sur la matière. Évidemment, il y a tellement de choses que j'ai notées, de mots, de thèmes, de sujets sur lesquels je pense que je serais partant pour discuter des heures. Sur chacun la notion de monument, les bâtiments, le vide, le spectaculaire, la modestie, le pastiche, les ambiances urbaines, les perspectives. Donc il y a plein de choses. Oui, c'est vrai. Effectivement, je vous confirme des choses très intéressantes sur ce rayon. En contrepoint du projet haussmannien, je vous montrerai avec plaisir. Mais je voudrais juste revenir, croyez-vous que la banalité, alors je ne sais même pas parler de modestie, mais c'est dur de trouver les mots aussi, de mettre des mots justes sur des concepts, parce qu'effectivement, pastiche, ça renvoie à certaines choses, rien que le mot de patrimoine englobe tellement de réalités et de sens différents pour chacun, et ça nous renvoie à des choses très personnelles, etc. Donc, je pense que, dans cet aspect sémantique, il y a des choses assez compliquées de trouver les mots justes. Mais ne croyez-vous pas qu'il n'y a pas une certaine valeur à la banalité ou à ce que nous on appelle un peu dans notre jargon professionnel les bâtiments d'accompagnement, ce qui accompagne. Donc il y a des choses exceptionnelles, il y a du monument, il y a du spectaculaire, il y a des gestes, il y a des choses qui ont du sens, il y a des perspectives, il y a des parce qu'on a des équipements publics, on a des bâtiments utilitaires qui incarnent des choses. Alors vous montriez Moscou, etc. Donc voilà, il y a des incarnations de lieux de pouvoir. Voilà, il y a des choses comme ça qui transcendent et qui véhiculent alors soit de façon subie, soit de façon choisie, des propagandes, des trucs, des messages qui transcendent la société, qui sont voilà. Et donc du coup, en contrepoint de ça, et vous évoquiez évidemment Guéry, un peu par en gros, vous avez dit. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une ville entièrement composée de bâtiments de Zahedi ou de Franck-Guéry? Est-ce qu'on s'y peut lâcher aussi d'une certaine façon? Est-ce que trop de gestes tue pas de gestes? Et quelle vertu vous pouvez trouver à la banalité, à une certaine forme, si ce n'est de modestie, ou en tout cas, à un moment donné, accepter, parce que c'est un peu là je viens un peu sur mon champ professionnel, et c'est un peu ça que je suis censé aussi accompagner, c'est-à-dire dans quelle mesure on va positionner, vous parliez, j'adhère totalement, en bon psychanalyste que vous avez mis un mot très, très juste sur un ressenti que je n'avais pas verbalisé, la violence de l'intervention dans un contexte, et avoir conscience de cette violence induit du courage, et on n'est pas forcément tous dotés pour avoir du courage, on n'a pas forcément soit les outils, les ressources intellectuelles, les ressources morales et les ressources conceptuelles pour avoir le courage de la violence que ça induit.
Donc du coup, ça veut dire la qualité, le sens de ce qu'on produit. Et donc à un certain moment, nous aussi, est-ce que ça n'a pas du sens de faire un peu moins, un peu juste, un effacement, un truc, vous voyez où je vais en venir, voilà, par rapport à mon rôle d'ABF, mais c'est un vrai, en tout cas, chez moi, c'est un vrai questionnement au quotidien. Voilà, de cette question du dosage, et c'est là où on est plus aussi, la façon dont les architectes, avec laquelle les architectes présentent leurs projets, effectivement, c'est-à-dire que dans le discours d'un architecte, sentir quelle est leur posture, quelle est leur pensée profonde, quel trip ils ont mis sur la table, et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, qu'est-ce qu'ils mettent d'eux-mêmes dans un projet qu'ils présentent, et pas juste nous rabattre les oreilles avec le maître d'ouvrage qui n'a pas été sympa, le service urbanisme qui nous fait chier avec ses règles à la con. Et là, je parle même pas d'ABF, voilà. Mais voilà, et du coup, voilà, donc je vous dis plein de questions, mais voilà, tout ça pour vous dire que tout ce que vous avez dit me parle à 1000%. Oui. Et voilà, et pourrait faire émerger 1000 sujets de mini-conférences, enfin, de sous-conférences et de. Voilà. Mais c'est évidemment, c'est une question évidemment légitime, mais je pense qu'elle contient sa part d'absurde parce que imaginons une ville qui ne serait construite que par des Frank Gehry et des Zahadites. Mais c'est évidemment, c'est pas possible. On le sait bien. C'est-à-dire que, je veux dire, même la question, l'idée même de le dire montre à quel point c'est pas possible. Je veux dire, c'est comme chez les architectes, c'est comme les plombiers ou les boulangers, il y en a des mauvais. Et donc, par chance. Et donc, on ne peut pas commander que des gestes. Parce que forcément, il y a tout. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la peine de prendre les devants et de demander aux gens d'être médiocres. Ils le seront d'eux-mêmes. C'est ça que je pense. Je dis bien médiocre, hein, parce que souvent le discours de la banalité ou le discours de la modestie, ça cache aussi, finalement, des choses pas terribles. Donc, de toute façon, mais soyons même plus positifs, disons, des gens qui vont faire de l'architecture douce, calme, ça, il y en a plein. Donc, c'est pas je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter du fait que ceci va disparaître. Je crois pas. En revanche, on peut quand même s'inquiéter du fait qu'un certain nombre de dispositions administratives même, ou réglementaires, font qu'il soit de plus en plus difficile de faire autre chose. Et ça, c'est un problème. On n'a pas parlé de l'absurdité des règlements handicapés. Quand je dis dans le livre que le nouveau modulor, c'est le PMR, c'est la personne à mobilité réduite, c'est le modulor d'aujourd'hui, c'est vrai. Enfin, c'est provocateur, mais c'est ça l'idée, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça. Il y a une chose qui me surprend toujours, c'est que on accepte que le monde entier change et se démode. Même les visages des gens, les corps des gens changent. Les voitures, on est très content de voir passer une vieille bagnole parce que c'est sympa. On est content dans les villes parce qu'on est capable de dater les bâtiments. Et il faudrait d'un seul coup qu'à une époque précise, il n'y ait plus ça, que tous les bâtiments soient un peu calmes et les mêmes, ceux qu'on a déjà faits. À mon sens, c'est une absurdité, c'est une erreur. C'est bien que ce qu'on construit aujourd'hui soit marqué du sceau d'aujourd'hui pour que demain, il soit démodé. Moi, ce que j'aime bien dans le bâtiment le bâtiment de Lyon, là, comment ça s'appelle ? Non, le musée de Lyon, le Confluence, de Copy-Melblot, voilà, le bâtiment de Copy-Melblot. Ce que j'aime bien dans ce bâtiment, c'est qu'il est incroyablement daté. Et avec son côté Goldorak, on voit qu'il a été pensé à une époque où les portées d'acier, le verre, tout ça, on était obligé encore d'avoir une masse de métal pour le tenir. Et en ce sens, c'est pas mal, parce que au moins il est de son époque. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Et moi, ça me dérange pas. Ce que me dérange en revanche, c'est de voir par exemple que, alors qu'on faisait des continuités urbaines où il y avait justement des immeubles qui s'accrochaient les uns aux autres, aujourd'hui on a tendance à faire des ZAC ou des périmètres où on ne fait que des plots. Et alors évidemment les plots sont tous les mêmes. Alors voilà, chaque plot peut être pas mal, avec en fait le fait qu'il n'y a que la façade sur laquelle l'architecte peut encore faire un peu quelque chose. Ça c'est très déprimant. C'est quand même là on voit bien. Oui, voilà. Là, on est un peu dans cette parce que là, les choses se touchent en permanence. Hein, on est dans du paradigme permanent. Mais ce plot, ce sucre, c'est celui qui est défini par le banquier, tout simplement parce qu'il correspond à peu près au risque
qu'il est prêt à prendre en confiant de l'argent à un promoteur. Et donc ça nous donne les macro-lots. Effectivement, on est dans ce délire où l'architecture n'a plus lieu d'être et où c'est un travail de façade et où là où effectivement, pour peu qu'il y ait une volonté politique derrière, s'affrontent des figures architecturales sur la question non pas du motif mais de l'expression. Ça fait... Non, mais c'est cette paranoïa qui me fait penser aussi à ce qu'on disait tout à l'heure et que décrit le dessin de Madi Wiesentrop pour Rem Koolhaas dans New York Daily, c'est-à-dire la ville du globe captif. C'est-à-dire que ces non-villes, ces blocs qui créent la ville, parce que c'est à chaque fois de la non-ville, puisque chaque bloc est une ville en soi et qui est dessinée. On a toute la panoplie, aussi Charoun, etc. Enfin, toute l'histoire de l'architecture qui défile. Oui. On est en train de créer ça dans des petites boîtes de Lego, d'une médiocrité affligeante. Il y a d'autres niveaux de problèmes. Par exemple, moi, quand j'ai écrit Faut-il prendre les architectes, il y a des tas de gens qui venaient me dire du temps du Louis XIV, Versailles. Je disais mais justement non, c'est ça le problème. C'est qu'on continue de penser que tout doit venir de l'État. Et ça, c'est un problème français aussi. Le fait qu'on est dans une culture où la maîtrise d'ouvrage, parce qu'on a compris qu'il n'y a pas de bons architectes sans bons maîtres d'ouvrage, donc ça c'est la règle absolue, et des bons maîtres d'ouvrage qui est une culture visuelle. Qui est cette notion que l'architecture c'est un plus. On voit bien que dans les cultures anglo-saxonnes, avoir un bâtiment de prestige, c'est important. C'est important pour une marque, c'est important. Pas en France. Moi j'ai bossé dans le groupe Hachette, on avait un immeuble absolument lamentable à Levallois-Perret, enfin un truc mais d'une nullité totale. On va chez Condé Nast à New York, c'est Frank Gehry qui a fait la cafétéria, quoi. Donc on voit bien quand même que c'est des cultures différentes. Donc notre problème il vient de loin. Mais aussi c'est parce qu'on a, et de ce côté-là, moi je peux m'en flatter, c'est qu'on a une haute considération de la culture littéraire. Nous, en France, on est des littéraires, on n'est pas des visuels. Donc le problème, c'est que l'architecture, ça s'inscrit dans le domaine du visuel. Et encore une fois, patrimoine, c'est vrai que c'est un mot fourre-tout, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser que dans le roman national, ce qu'on appelle le roman national, pour les Américains, ou même voir les Anglais, les Allemands, mais les Anglo-Saxons, disons, mais les Américains, c'est évident, la construction des villes, la construction de l'architecture, ça fait partie du roman national. En France, le roman national, c'est les châteaux de la Loire. Et on a l'impression qu'après, alors maintenant, on commence à accepter Corbusier, l'architecture du XXe siècle, etc. Mais quand même, il y a ce sentiment que ce qui est contemporain, c'est pas le roman national. Et il y a aussi cette idée, qui est évidemment une idée provocatrice, mais quand même, qui est que être bombardé, c'est quand même une chance pour l'architecture contemporaine. C'est quand même évident. C'est vrai. C'est quand même évident que c'est parce que Londres a été bombardée que les Anglais sont capables de faire de l'architecture contemporaine, voire de la détruire. Ils ont déjà détruit l'architecture des années 50, qu'ils trouvaient mauvaise. Parce que pour eux, construire de l'architecture, c'est renaître. Nous, dans les grandes villes françaises, construire, c'est détruire. Et donc, sauf dans les villes qui ont été évidemment bombardées. Bon. Donc, c'est la question du roman national, le fait que l'architecture n'en fasse pas partie, autre que les châteaux, c'est quand même, c'est le problème français. Mais quand on dit que la France vit encore à l'époque de la cour, et c'est une autre preuve de ça. Oui. Oui. On pourrait continuer des heures. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue qui veulent s'exprimer? Pas de jet de tomates. Non. C'est à la mode les œufs et les tomates en ce moment. Ça revient fort. Ok, bah non, moi je crois que c'est des vivas. Eh ben, écoutez, c'est des vivas. Beaucoup. Merci d'être venu. C'était formidable, enrichissant. Merci. Et je vous encourage à lire les ouvrages oui, moi aussi. de Philippe. Merci à toi. Merci beaucoup.